À vous. Merci, Monsieur Taillé. Mes chers collègues, bonjour. Nous poursuivons donc nos travaux consacrés au volet économique et environnemental, au volet économique et social, pardon, qui ont justifié l'autoroute A69. Je souhaite la bienvenue aux trois représentants de l'autorité de régulation des transports, à savoir Monsieur Thierry Guimbaud, son président, Monsieur Jordan Cartier, qui est secrétaire général, et enfin Monsieur Nicolas Wagner, le directeur de la régulation sectorielle. Messieurs, je vous remercie tout particulièrement d'être à la disposition du Parlement. Outre votre audition de ce jour, je sais que vous allez être auditionné à la fin du mois par la Commission du développement durable sur un autre sujet, certes, mais je tenais effectivement ici à vous remercier particulièrement. Comme vous le savez, notre commission d'enquête examine le montage juridique et financier de l'autoroute A69. Et à ce titre, elle auditionne donc les administrations et autres organes qui ont pris des actes, le plus souvent réglementaires, ou émis des avis, comme c'est le cas vous concernant. L'autorité de régulation des transports a été saisie par un courrier conjoint du ministre chargé de la voie routière nationale et du ministre chargé de l'économie en date du 3 novembre 2021 afin d'émettre un avis sur le projet de contrat pour la mise en concession de l'autoroute A69 entre Castres et Verfeil. S'agissant des autoroutes, la saisine de l'ART est prévue par plusieurs textes, notamment l'article L122-4 du Code de la voirie routière sur les péages autoroutiers et le décret 2021-159 du 2 février 2021 relatif aux obligations s'appliquant aux conventions de délégation autoroutière en matière de transition écologique. L'autorité de régulation des transports a émis, et c'est en ce qui nous concerne le 25 janvier 2022, son avis. Nous en avons obtenu une copie. Il a été diffusé aux membres de la commission d'enquête qui ont ainsi pu en prendre connaissance. Dans ses conclusions, l'ART a estimé que le projet de cahier des charges de la concession respectait les obligations du Code de la voirie routière, notamment sur le niveau de recette des péages, et c'est plus particulièrement sur ce sujet que nous vous auditionnerons aujourd'hui. Je ne m'étendrai donc pas plus afin de vous laisser présenter votre avis d'une part, mais aussi également répondre à l'ensemble des questions de la part des députés qui sont présents aujourd'hui à cette commission et que je remercie. Je me permets de rappeler que notre audition donc, est publique, elle est retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale. Messieurs, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment préalablement, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, et de dire je le jure. Messieurs, et dans l'ordre, Monsieur Guimbaud, s'il vous plaît. Je le jure. Merci, Monsieur Guimbaud. Monsieur Cartier. Je le jure. Merci, Monsieur Cartier. Et enfin, Monsieur Wagner. Je le jure. Merci, Monsieur Wagner. Merci donc, messieurs, d'avoir prêté serment. Je passe sans plus attendre. Je donne la parole à notre rapporteure, Madame Christine Harigui. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également à mon tour Messieurs Guimbaud, Cartier, Wagner de venir devant notre commission d'enquête pour certains d'entre eux, et Monsieur Guimbaud en particulier. C'est un habitué, non pas la commission d'enquête, mais en tout cas des auditions, et merci de votre disponibilité. Alors, votre audition suit celle que nous avons tenue avant-hier avec les fonctionnaires de la sous-direction des financements innovants, de la dévolution et du contrôle des concessions autoroutières du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Alors, bien que l'avis de l'ART est porté à la fois sur le volet environnemental, sur le volet économique, écologique, donc de la convention de concession, je souhaite que notre réunion de ce jour soit organisée autour de la question des péages et aborde principalement ce sujet et celle de l'équilibre financier prévu par la Convention, même si ce dernier point de la question de l'équilibre financier et du pacte d'actionnariat fera l'objet des auditions finales de la Commission, puisque comme vous le savez peut-être, cette commission d'enquête a été organisée autour de trois volets: le volet environnemental, le volet économico-social et des tarifs, et évidemment ensuite le volet financier. Donc, j'ai été très intéressée par le contenu de l'avis de l'ART sur l'autoroute A69. Plusieurs points ont retenu mon attention, mais deux me paraissent présenter un intérêt majeur. Alors, l'ART indique au point 78 de son avis que si les péages sur l'autoroute A69 devraient être comparables à ceux pratiqués par les concessions récentes,
Il serait néanmoins supérieur à la moyenne pondérée de 14,6% pour les véhicules de classe 4. Or, si j'en crois l'Association française des sociétés d'autoroutes, la classe 4 regroupe les poids lourds, les autocars et l'ensemble des véhicules à 3 essieux. On y trouve donc le transport de marchandises comme le transport collectif de passagers. En conséquence, avec une hypothèse tarifaire plus élevée que la moyenne, n'y a-t-il pas le risque de déporter sur la RN 126, qui sera prochainement route départementale et donc financée par le seul contribuable tarnais, une large partie du trafic? La RN 126 ne verra donc pas son trafic s'alléger. Je vais le dire maintenant, la route départementale ne verra pas donc son trafic s'alléger et les villages aux alentours, évidemment, subiraient un accroissement de nuisances. Je rappelle que la majorité des transporteurs routiers dans ce bassin de vie sont des entrepreneurs individuels qui possèdent 1 ou 2 camions et qui sont évidemment très sensibles à l'augmentation de leurs coûts d'exploitation, à leur marge et à ceux sur qui ils peuvent ou non répercuter le prix d'un passage qui serait plus élevé, puisque aujourd'hui il est gratuit, et donc le client. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'ART qualifie d'optimiste les hypothèses de trafic à la mise en service et de trafic annuel des véhicules légers. Ça, c'est page 16 de votre rapport. Ce sont des éléments que je ne cesse de souligner, avec celui également des scénarios de travaux que vous qualifiez également d'optimistes, page 15 de votre rapport. Et je laisse le souligner au regard du constat opéré sur d'autres autoroutes inutiles comme Pau-Langon, où en effet aujourd'hui on constate que précédemment les mêmes éléments avaient été mis sur place et sur pièce sur l'inutilité de cette route et que ça se confirme aujourd'hui avec les études qui sont réalisées. L'ART est donc bien consciente que ce constat peut jouer sur l'équilibre financier de la convention et rappelle à son point 81 de son avis, que je cite, « Le concessionnaire supporte intégralement le risque que toute ou partie de ces hypothèses ne se réalise pas, le niveau des péages n'ayant pas vocation à être modifié dans ce cas. » Fin de citation. Néanmoins, nous sommes trop habitués à voir la puissance publique, c'est-à-dire nous, le contribuable, venir au secours d'entreprises à difficulté, parfois de grands groupes, pour ne pas vouloir nous assurer qu'en l'espèce, les actionnaires d'Atosca accompliront bien leur devoir. Actionnaires d'Atosca dont on verra dans la troisième partie qu'ils ne sont pas nécessairement que ceux qui sont aujourd'hui figurant dans le contrat. Le point 83 de votre avis souligne ensuite les faiblesses méthodologiques de l'étude du trafic. Alors, je vous ai adressé un questionnaire très précis, s'agissant de la ART, auquel je souhaiterais que vous répondiez de façon la plus précise possible dans le cadre de ces auditions. Et bien entendu, si nous n'avons pas le temps ou si, évidemment, par le biais des questions différentes, vous n'aviez pas le temps de répondre à toutes ces questions, que vous nous adressiez, évidemment, des réponses écrites à toutes ces questions extrêmement précises qui vous ont été envoyées par le questionnaire. Je le précise à nouveau, comme je le fais à chaque fois, ces questionnaires ont été envoyés à l'ensemble en préalable à l'ensemble des membres de la commission d'enquête, dans le sens que je souhaite donner à cette audition et à ces auditions sur un volet de transparence démocratique. Donc, ces questionnaires portent notamment sur l'évolution attendue des tarifs de péage et le taux de rentabilité de la 69. Et donc, je vais arrêter là et reprendrai la parole, évidemment, après vos interventions, en comptant évidemment sur des réponses les plus précises possibles sur cette question des tarifs qui préoccupe beaucoup les futurs usagers de l'autoroute qui aujourd'hui savent qu'ils soutiennent ou non d'ailleurs l'autoroute, savent qu'aujourd'hui ils ont une infrastructure gratuite qui demain deviendra payante. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Peut-être Monsieur Guimbaud, dans l'ordre qui vous plaira pour vos interventions, j'imagine. Voilà. Bon. Écoutez, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous entendre sur ce dossier évidemment extrêmement important pour nous auditionner sur les conditions, le montage juridique et financier du projet d'autoroute 69. Je me réjouis vraiment de vous retrouver tous, parfois dans un rôle un peu différent, mais même le rapporteur qui faisait allusion. Effectivement, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, vous avez raison.
j'ai fixé un peu comme objectif que nous puissions être le plus possible entendus sur tous les sujets par le Parlement, puisque je pense que les éclairages techniques que nous pouvons apporter sont utiles. Alors, peut-être, avant de répondre aux questions, bien sûr, je vais le faire, aux questions précises que vous avez posées, Madame la rapporteure, peut-être quand même rappeler, parce que c'est important, de situer le rôle de l'ART dans les problématiques de transport et notamment là de concessions autoroutières. Effectivement, notre seul office, comme on dit, juridiquement prévu, est de veiller au bon fonctionnement du régime de péage. C'est notre seule vocation. J'y reviendrai tout à l'heure, pas de se prononcer sur la pertinence d'un projet, son impact autre que sur ce sujet de péage. En fait, on intervient à 3 niveaux. Encore une fois, pour bien situer ça permettra de répondre après plus précisément aux questions. On intervient à 3 niveaux, fondamentalement. 2 niveaux consultatifs et un niveau pour information. Toujours consultatif, hein, ce n'est pas décisionnel. Hein. C'est pas conforme. Voilà. Le premier niveau consultatif, c'est tout nouveau projet de contrat de concession. Qui dit projet de contrat de concession dit avis consultatif sur la base, effectivement, de la question économique, et notamment notre office, notre vocation, c'est de nous assurer que sur la durée de la concession, le niveau de péage prévu permet bien, compte tenu de tous les financements acquis de part et d'autre et du projet, permet bien une juste rémunération de l'exploitation, de la maintenance de l'autoroute, de sa construction évidemment, et du financement du projet, que ce soit par voie bancaire, de prêt, le remboursement donc et la rémunération sous forme de taux d'intérêt, et aussi le remboursement et la rémunération des actionnaires. Donc cet ensemble-là doit être raisonnablement couvert pendant la durée de la concession, et c'est à cela que l'analyse de l'ART sert. Et c'est sur cette base-là que nous émettons des avis donc consultatifs sur les nouveaux contrats, et là c'est le cas et j'y reviendrai, et aussi, et peut-être encore plus important, sur les avenants. Nous faisons, dès lors qu'un avenant porte un investissement nouveau, par exemple, et ça existe, je vais y revenir, nous émettons également un avis pour les mêmes motifs, sur les mêmes fondements que je viens de rappeler à l'instant. Et c'est un point particulièrement important parce qu'effectivement, un avenant ne se passe pas après mise en concurrence. Donc, la loi du marché, si je puis dire, c'est-à-dire le fait qu'il y ait plusieurs prestataires qui peuvent intervenir, ça donne une certaine garantie sur le niveau obtenu in fine sur les principaux indicateurs et notamment sur les tarifs, puisque la concurrence a lieu sur les niveaux tarifaires, entre autres, de manière importante. Sur les avenants, ça n'est pas le cas. Et donc, c'est d'où notre vigilance sur ce suite avenant est importante. Je pourrais en dire un mot là-dessus. Et puis, troisième point d'intervention, donc avis consultatif sur des contrats nouveaux, sur des avenants. Et troisième intervention, cette fois-ci pour information, et c'est la raison pour laquelle je souhaite vraiment qu'on puisse discuter en permanence, au-delà d'une affaire particulière, avec la représentation parlementaire, sur des études que nous faisons sur la rentabilité des contrats de concession de manière générale, vaste, et nous suivons tous les ans cette question de la rentabilité des contrats de concession. Et compte tenu des évolutions à venir sur les sujets de contrats de concession autoroutiers, vous imaginez bien que c'est un sujet extrêmement important. Sur les avenants, je rapporte, je le dis, c'est extrêmement critique. Donc, sur chacune des parties, sur les avenants, je commence par là parce que c'est probablement le plus critique, même si ce n'est pas le sujet immédiat du jour, mais ça pourrait y conduire par l'intervention de point soulevé par le rapporteur tout à l'heure. Sachez simplement qu'on a émis depuis que l'ART est compétente, c'est-à-dire depuis 2016, on a eu à considérer 18 avenants. On a émis un avis sur 18 avenants qui correspondaient à 2 milliards de péages supplémentaires pour des raisons d'investissement supplémentaires. Notre travail a permis de diminuer, j'allais dire, le montant de ces péages supplémentaires de 300 millions d'euros. Donc une économie pour les usagers de 300 millions sur ces 18 avis rendus. Donc on voit bien là l'importance et la criticité de ce contrôle sur les avenants. En ce qui concerne les nouvelles concessions maintenant, les nouveaux contrats, donc conclus après mise en concurrence, je l'évoquais tout à l'heure, on a eu 3 occasions seulement de se prononcer sur des avenants, sur des projets nouveaux, dont celui qui nous amène aujourd'hui, la 69, mais aussi 2 autres projets, la 45 de Lyon à Saint-Étienne, qui n'a pas été réalisée, mais notre avis était préalable, et la 79 le long de la route centre-est Atlantique.
Ce que nous vérifions, effectivement, c'est que dans le cadre de la mise en concurrence, il n'y a pas eu, il n'y a pas, dans les réponses, c'est une simple vérification supplémentaire, j'allais dire, puisqu'effectivement, l'attribution par mise en concurrence est quelque chose qui détermine, de manière concurrentielle, le niveau que les opérateurs peuvent espérer, peuvent offrir en termes de rentabilité, donc de péage. Donc cette vérification est plutôt supplémentaire à celle que la mise en concurrence initiale a permis. La mise en concurrence sert à cela, à s'assurer que, voilà, puisque les cartes sont ouvertes à tous, et donc les réponses sont effectivement les plus optimums sur ce plan-là. Cette simplification, néanmoins, existe, et c'est bien le cas de ce qui s'est passé sur l'autoroute A79. Qu'est-ce qu'on contrôle? Vous l'avez dit, Madame la rapporteure, on contrôle des grands éléments de l'équilibre global. Notre rôle n'est pas de refaire ce qu'on appelle le business plan sur lequel s'est engagée une société avec l'État. Ce n'est pas ça le sujet, c'est juste un contrôle de vérification, un contrôle de cohérence, j'allais dire. Voilà. Il porte sur 3 données principales qui sont totalement essentielles dans un équilibre contractuel de concession. Le niveau des recettes attendues. Est-ce que ce niveau de recettes est risqué, pas risqué? Autrement dit, est-ce que le concessionnaire prend des risques? Parce qu'au final, c'est lui qui prend les risques sur les recettes de trafic. Le deuxième, c'est sur les coûts des opérations. Parce que sur ces 2 sujets, coûts d'opération et recettes trafic, le risque est pris à 100% par le concessionnaire. Donc, du coup, c'est un équilibre qu'il vise, effectivement, et plus ou moins risqué, si je puis dire. Et ça permet également de vérifier que la rémunération qu'il souhaite obtenir dans le cadre de cette concession, donc qui est le point d'équilibre global de ce projet à travers un TRI, est ou non conforme à ce qui est attendu par les marchés, puisqu'effectivement, une partie importante du financement est une partie qui est apportée par les marchés de financement. Et donc, il faut s'assurer que la rentabilité qui est espérée est tout à fait conforme aux règles de l'art sur ce sujet-là. Voilà, les trois points de vigilance de l'ART, pour avis, encore une fois, sont ces 3 points-là. Je répète, je redis qu'il n'est pas de la compétence de l'ART de se prononcer sur la pertinence du projet, sur ses impacts en tant que tel. Il y a bien sûr des instances qui s'en occupent, hein, mais c'est pas la loi n'a pas confié cette compétence à l'ART. Et évidemment, on ne peut pas aller au-delà de notre compétence qui est très strictement réalisée, pas plus qu'on a à se prononcer sur la procédure de mise en concurrence elle-même qui relève du juge administratif et certainement pas de l'ART. En revanche, l'avis de l'ART est évidemment un avis comme un régulateur sectoriel assez attendu par le Conseil d'État qui, effectivement, a, lui, ensuite, à procéder à son office sur le projet de décret qui lui est soumis. Donc, il a un avis préalable qui est celui de l'ART. Alors, quelles sont les principales conclusions de notre avis? Vous les avez précisées en grande partie. On considère de notre côté qu'effectivement, le concessionnaire porte un nombre non négligeable de risques dans ce projet, de risques entendus comme les risques soumis au contrôle du régulateur. L'hypothèse de risque trafic, effectivement, existe, vous l'avez dit, les trafics sont des trafics ambitieux sur l'autoroute. S'ils ne sont pas réalisés, ils seront de la responsabilité pleine et entière du concessionnaire. À ma connaissance aujourd'hui, il n'y a pas eu, mais je suis encore un tout petit peu nouveau dans le secteur, mais il n'y a pas eu d'avenants qui ont été passés dans des contrats pour des trafics non atteints, si je puis dire. Dans l'histoire de la concession autoroutière, jamais, je pense, il y a eu des avenants à cause du risque trafic non atteint, si je puis dire. C'est effectivement un risque qui est porté par le concessionnaire. Le risque travaux également est porté par le concessionnaire. Donc là, il nous semble, dans notre analyse, vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, les taux de risque, j'allais dire, qui sont intégrés dans les coûts, ne sont pas à un niveau extrêmement élevé, si je puis dire. Dans d'autres projets, c'est plus important que ça. Donc, nous, il nous a apparu qu'il y avait une prise de risque certaine, prise par le concessionnaire, ce qui est l'objet d'une concession. Évidemment, la concurrence, elle se porte sur les niveaux de risque pris par ceux qui les maîtrisent, c'est-à-dire le concessionnaire,
sur l'infrastructure et sur le trafic. Voilà. Et donc, ces considérations-là nous ont amené à risque, non pas à dire que la concession n'était pas valide, c'est pas ça du tout le sujet, mais de dire que la rémunération attendue, et donc le péage attendu par rapport à ces niveaux de risque et à ce projet, ne nous paraissait pas, par rapport, encore une fois, à ce qui est notre compétence, c'est-à-dire la vérification du niveau de péage par rapport à ce que prévoit la loi, à savoir l'article L. 122-4, nous paraissait, sur ce sujet-là, nous paraissait pas poser de problème majeur sur cet office-là, sur ce rôle-là de l'autorité. On a effectivement émis des recommandations qui sont plus générales, mais qui ne sont pas propres qu'à ce projet, mais que nous suivons de manière assez constante sur les conditions d'indexation des tarifs, sans que ça avantage ou pénalise le concessionnaire, mais sur les conditions d'indexation, sur la durée de la concession. La durée de concession est conforme à ce qui se pratique aujourd'hui, hein, 55 ans en l'espèce. Notre avis en tant qu'autorité de régulation est que ces durées sont beaucoup trop longues. Voilà. Mais nous le disons de manière générale, pas sur ce projet-là. Pas sur ce projet-là, qui est conforme à une pratique qui est totalement légale du tout. Notre avis de régulateur, c'est que c'est trop long. Voilà. Pourquoi? Parce que il faut un des gendarmes, si je puis dire, naturels, c'est évidemment la mise en concurrence. Et si on n'y procède pas, bien sûr, des durées très très longues, un, il y a des niveaux de risque qui sont importants qu'il faut rémunérer. Deux, on ne peut pas revenir sans arrêt devant le juge de la concurrence, si je puis dire, qui est le marché. Et ça, c'est un sujet qui nous préoccupe toujours. Mais en disant ça, je ne dis pas que c'est un problème de légalité. Il n'y a aucun problème de légalité par rapport à ça dans ce projet-là. C'est juste une considération qui est un peu une règle générale pour nous. Notre avis est qu'il faut de manière générale, et on en reparlera sans doute sur l'avenir des concessions, si jamais les concessions étaient poursuivies, il faudrait des durées beaucoup plus courtes, de l'ordre de 15 à 20 ans, ce qui permet de mieux maîtriser les choses et de revenir et de renforcer le rôle du concédant, puisqu'il y a une revue plus fréquente du projet, si je puis dire ça en ces termes très triviaux. Et puis enfin, on a fait remarquer aussi que, et c'est une bonne chose, les considérations sur l'État en fin de concession étaient précisées de manière plus importante que d'habitude, si je puis dire. Et ça, c'est une bonne chose, même si les précisions qui étaient apportées, les obligations qui étaient mises à la charge du concessionnaire en fin de concession pour restituer de biens à l'État étaient ambitieux, forts, et peut-être un peu plus coûteux que ce qui se pratique habituellement, mais en tant que tel, c'est un point presque de détail. Ça ne change pas grand-chose à l'équation globale, mais ce sont des remarques générales que nous formulons et qui étaient vraies sur ce projet-là. Voilà un peu le cadrage général et les observations que je voulais faire de manière générale sur ce projet. Alors, sur vos questions plus particulières, Madame la rapporteure, celles en tout cas que vous avez formulées là par oralement, et puis ensuite on pourra revenir sur les d'autres. On va bien sûr, je vous l'ai dit, répondre par écrit de manière détaillée, très détaillée, puisque vos questions sont très techniques, et donc on va y répondre de manière très détaillée, très très rapidement. Ça va partir très très vite. Je tiens aussi à dire une chose importante, c'est que certains éléments sont couverts par le secret des affaires, bien évidemment, donc les informations vous seront remises sans aucun souci. S'agissant d'une audition publique, là, il y a des éléments que peut-être parfois je ne pourrais pas évoquer oralement, publiquement, puisqu'effectivement on est tenu au secret des affaires, mais en revanche, on ne l'est pas vis-à-vis des membres de la commission, et donc tous ces éléments écrits vous seront remis en totale désoccultation des éléments couverts par le secret des affaires. Soyons bien clairs là-dessus, pour votre totale information. Donc, sur la question que vous avez posée, donc premièrement, le trafic est optimiste, premier point, et deuxièmement, sur niveau de tarification. Alors, encore une fois, l'optimisme du trafic, je vous l'ai indiqué, c'est pas un jugement de valeur, c'est par rapport à une équation économique globale et une rentabilité attendue. Donc, il nous semble que cette hypothèse de trafic justifie la rentabilité qui est attendue, la rende pertinente, si je puis dire, d'un point de vue économique et financier, d'un point de vue des marchés financiers. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a une vraie prise de risque. Il est légitime qu'elle soit rémunérée, mais il est légitime aussi qu'elle soit totalement respectée quant au projet, quant au portage de risque. Autrement dit, ce risque doit être porté intégralement par
le concessionnaire sur toute la durée de la concession, sans que ça puisse faire l'objet d'une remise en cause, sans que ça puisse faire l'objet d'un avenant. Il ne peut pas y avoir un avenant pour un trafic non atteint. Sur le niveau des péages, alors je passerai peut-être la parole aux personnes bien plus techniques que moi et qui étaient là au moment de l'avis, ce qui n'était pas mon cas. Le péage, effectivement, est pointé, donc c'est un élément de cadrage là aussi important. Est-ce que ça fera fuir, c'est ça votre question? Moi, je pense, Madame la rapporteure, que ça n'attirera pas suffisamment les poids lourds. Je pense que l'analyse ne peut peut-être pas être aussi simple, en fait, en l'occurrence, même s'il y a toujours un risque, effectivement. Néanmoins, l'avantage et le niveau des péages est estimé par rapport à l'attractivité qu'a un projet d'infrastructure nouveau par rapport aux autres infrastructures environnantes. Et l'attractivité se mesure pas de manière absolue dans le niveau de péage, mais aussi valeur relative sur l'intérêt économique que peuvent avoir notamment les poids lourds, puisque ce qui va être déterminant, c'est évidemment la rentabilité économique. Voilà. Et la rentabilité économique ne se juge pas qu'au péage, mais aussi à la vitesse d'échange, à la facilité, à la sécurité qui est offerte d'un mode par rapport à un autre. Donc, je ne suis pas certain qu'on puisse le lire uniquement comme ça, mais c'est évidemment un sujet qui sera à bien suivre. Deuxièmement là-dessus, sur la mise en service et les risques du concessionnaire, on a dit que les investissements notamment étaient effectivement surévalués, entre guillemets, c'est clair. Mais là aussi, comme sur le trafic, c'est le risque plein et entier du concessionnaire. Là aussi, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait dans l'histoire, mais encore une fois, je parlerai largement aidé par mes deux collaborateurs, d'avenant pour non-respect ou de non-respect des coûts. C'est le métier des concessionnaires constructeurs que de tenir ces coûts et ils les tiennent ou s'ils ne les tiennent pas, c'est pour leur, je vais donner un terme d'audition, donc c'est pour leur projet, si je puis dire. Et c'est normal, c'est vraiment le cœur de la concession, c'est ça, c'est les transferts de risques. Et les transferts de risques que peut maîtriser un concessionnaire, c'est évidemment les coûts de construction et d'entretien, parce que c'est son métier. Mieux que personne, il doit les tenir. Donc quand il prend des risques, mais il les assume. Et même chose sur le niveau de trafic, évidemment aussi sur la partie exploitation. Voilà ce que je peux dire sur ces deux questions-là. Est-ce que peut-être là-dessus, avant d'aller à d'autres questions, hein, bien sûr, est-ce que là-dessus, peut-être, Monsieur Cartier, voilà, allez-y, n'hésitez pas à compléter, vous êtes plus expert que vous. Oui, peut-être. Merci, Monsieur le Président. Peut-être sur les questions de la rapporteure, hein. Juste pour dire, il y a bien deux niveaux, on va dire, pour la formulation d'hypothèses de trafic ou de coût, qui sont le niveau des études socio-économiques, hein, qui sont préalables à la déclaration d'utilité publique de l'opération, et le niveau qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui du modèle financier qui est soumis par le concessionnaire pressenti. Donc nous, on ne se positionne pas par rapport aux hypothèses de trafic ou de coût qui justifient l'opportunité du projet d'un point de vue socio-économique. C'est des études qu'on a regardées pour contre-expertiser justement le modèle financier du concessionnaire, mais ce ne sont pas des choses qu'on regarde directement. Donc quand on se prononce sur des hypothèses de trafic qui nous paraissent optimistes ou des hypothèses de coût qui nous paraissent optimistes, c'est bien du point de vue des choix que fait le concessionnaire dans l'offre qu'il a remis au concédant. Et de fait, vous pourrez voir dans notre avis que tant sur les coûts que sur les trafics, nos analyses rejoignaient plutôt celles qui étaient faites par le concédant au stade de l'évaluation socio-économique et de l'opportunité du projet. Donc, comme l'exploitation, et le président le disait, se fait au risque et péril du concessionnaire, si la réalisation est moins favorable, eh bien, le taux de rentabilité interne sera plus faible. Et comme les prêteurs sont rémunérés sur la base des conditions de prêt, c'est les actionnaires qui verront leur rémunération diminuer par rapport à ce qu'ils avaient prévu. S'agissant de la question du risque que l'autoroute ne capte pas autant de trafic, notamment poids lourds, que ce qui pourrait être souhaité. Alors là aussi, c'est quelque chose que nous avons regardé qu'indirectement. On l'a regardé lorsqu'on a contre-expertisé les hypothèses de trafic, et vous verrez là encore dans l'avis que ce que nous relevions à l'époque, c'était que le taux de capture
notamment s'agissant des trafics poids lourds, nous semblait élevé par rapport à ce qui ressortait des bilans ex post réalisés sur d'autres projets autoroutiers comparables, quand bien même il y aurait des interdictions de traverser des villes de Puylaurens et de Soualle, hein, qui seraient prévues pour les poids lourds. Et donc, quand on a apprécié l'équilibre économique du contrat, on a remis finalement les hypothèses de trafic ou de coût par rapport à ce qui nous paraissaient les hypothèses moyennes les plus vraisemblables, et on a vérifié que le taux de rentabilité interne qui résulterait était cohérent avec les attentes du marché pour un investissement de ce type. Voilà. Donc, si ces risques se matérialisent, hein, pour le dire autrement, normalement, effectivement, il y a la marge dans le montage financier pour l'absorber. Et ce qui viendra absorber, faire matelas, hein, pour la matérialisation de ces risques, c'est la rémunération du concessionnaire. Voilà, monsieur le rapporteur, monsieur le président, madame la rapporteure, ce qu'on pouvait dire d'emblée. Est-ce que vous voulez relancer des questions? Est-ce que vous... Oui, Dites-moi. merci, messieurs, pour vos propos liminaires, c'est très éclairant. Moi, je n'aurais pas de questions à ce stade. Je le passerai peut-être la parole ensuite. Je donnerai la parole à la rapporteure et à mes collègues qui sont présents. Mais merci d'avoir indiqué voilà, les niveaux d'avis que vous avez rendus, hein, qu'ils soient consultatifs ou pour information. Je pense qu'il y a un élément que vous avez aussi également évoqué sur le fait qu'aujourd'hui, sur ces hypothèses de trafic, sur le coût des travaux, qu'aujourd'hui, s'il y a un risque de voir un trafic moins important ou des travaux ou des coûts de travaux plus élevés, que ce risque aujourd'hui, il est assumé intégralement par le concessionnaire. Je me permets aujourd'hui de venir le rappeler devant l'ensemble des collègues. Ce ne sera donc pas évidemment les niveaux de trafic, et vous nous l'avez confirmé, il n'y aura pas d'avenants qui seront possibles. S'il s'avère qu'il y a un niveau de trafic qui soit moins important que celui qui est envisagé, sur le coût des péages et donc à la charge donc des administrés et Tarnais en particulier qui pratiqueront le trajet entre Castres et Toulouse. Donc je pense que c'était très important d'avoir aujourd'hui ces précisions pour éviter, j'allais dire, les fantasmes qui entourent toutes ces éléments voilà, d'hypothèses de trafic, de coût des travaux qui n'auraient pas été très bien appréciés par le concessionnaire, puisqu'aujourd'hui, ça se fera évidemment exclusivement à sa charge et c'est plutôt une très bonne chose. Moi j'aurais peut-être un mot simplement pour vous dire sur l'hypothèse des trafics et notamment des camions. On a dans le sud du Tarn, c'est peut-être pour ça que le niveau a été apprécié en ce sens, contrairement à ce qui a été évoqué par la rapporteure, voilà, des industries qui sont relativement très présentes sur le territoire. Je parlerai des industries évidemment pharmaceutiques et de santé, mais nous avons aussi également une filière bois très importante. Nous avons également aussi une industrie autour du granit hein, qui utilise beaucoup de transport. Nous avons de l'agroalimentaire avec les salaisons des Monts de Laconne sur la circonscription de mon collègue Cabrolier qui est présent à cette audition et qui, il pourra vous le confirmer, ont bien indiqué que dès lors que cette autoroute entre Castres et Toulouse sera réalisée, eh bien, l'ensemble des camions qui aujourd'hui transitent par Albi le feront depuis Castres, évidemment. Donc, on a des hypothèses de circulation, y compris du côté des camions, qui me semblent être réalistes compte tenu de l'importance des industries qui sont présentes dans le sud du Tarn, notamment. Donc voilà, merci beaucoup à tous les trois pour ces précisions. Madame la rapporteure, je vous redonne la parole. Oui, mais écoutez, comme je n'avais pas levé la main, je suis respectueuse des tours de parole. On va laisser la parole à ceux qui ont levé la main, puis je reprendrai la main, c'est le cas de le dire, après. Merci, Madame la rapporteure. Donc, peut-être dans l'ordre, Madame Hérodi. Oui, merci. Merci et bonjour messieurs. J'ai effectivement quelques questions qui sont en relation avec l'avis de l'ART et qui feront aussi écho aux réponses qui nous ont été apportées lors des dernières auditions du 30 mai. Je voudrais savoir, en page 10 de votre avis, paragraphe B, les règles d'évolution annuelle de tarifs, vous expliquez que l'État n'a pas suivi votre avis sur l'évolution prévisionnelle des tarifs. Pouvez-vous expliquer à la représentation nationale que voulez-vous dire exactement par, je cite, elle, donc l'ART,
suggérait, par exemple, de faire évoluer les tarifs en fonction de la disposition moyenne des usagers à payer. Alors, j'aurais plusieurs questions comme ça, mais je vais les scinder pour qu'il y ait des réponses précises et que les Ouais, personnes qui nous écoutent comprennent. peut-être pour les rebonds, mais si vous voulez poser une salve de questions, je pense que c'est plus simple plutôt qu'on ait à vous redonner la parole et qu'il y ait des expressions qui soient faites par les personnes qu'on auditionne. C'est peut-être plus simple si vous en êtes d'accord, Madame Hérodi. Ben, ce serait plusieurs questions précises, donc on voudrait des réponses Ok. précises pour que tout le monde Bon, alors je comprenne. vais passer la main pour une série de questions. Donc, Monsieur Merci beaucoup. Cabrolier. Ben, Oui, bonjour à tous. Donc moi, je voudrais effectivement revenir sur attendez, c'est bon. ce risque trafic. Et j'avais plusieurs questions par rapport à ça, pour comprendre vraiment comment vous évaluez le trafic. Est-ce que, par exemple, vous regardez ce qu'a pu apporter une autoroute dans quasiment le même secteur, à équidistance de Toulouse, je parle de l'autoroute Albi-Toulouse. Est-ce que vous regardez, puisque vous avez maintenant un recul de près de 20 ans, alors certes, le tarif n'est pas le même, mais nous sommes à peu près à 75 km, comme peut l'être Castres de Toulouse. Ce sont des villes tout à fait comparables, hein, en termes de développement économique. Et moi, je peux vous confirmer que l'autoroute, en tout cas, je me souviens qu'à l'époque, les projections de trafic étaient bien en dessous de ce qui s'est réellement passé. Donc, je voulais savoir, donc, est-ce que vous tenez compte, puisque là, vraiment, on est dans le même département, parfois, bon, avec aussi des développements industriels un peu différents, mais c'est quelque chose qui me paraît intéressant, et peut-être que vous l'avez regardé. La deuxième chose, est-ce que vous tenez compte également, parce que quand on parle de Castres-Toulouse, du tarif, effectivement, on a toujours l'impression qu'on parle des Tarnais qui vont se rendre à Toulouse et la problématique donc, du tarif, qui est réel, en tout cas dans la tête des Tarnais. Mais c'est aussi les Toulousains qui se rendent dans le pays castrais, mazamétain et même à Béziers. Je veux dire par là, on parle de tarif, mais je ne suis pas sûr que le tarif, quand on va à Béziers demain, sera supérieur et à mon avis, il sera inférieur en passant par Castres et Mazamet. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de Toulousains qui vont à Béziers et Montpellier. Donc ça, est-ce que cet élément-là, c'est une question, je peux me tromper, mais je connais, on le vit, nous, avec des Toulousains qui vont à Béziers ou Montpellier par Albi. Ils prennent après la route de Millau, la cavalerie, et ils descendent sur Béziers. Et ils le font, même si c'est plus long, ils le font aussi pour une question de tarif. Est-ce que vous en avez tenu compte? Enfin, je vais terminer par le développement économique, bien sûr. Euh, je confirme que les granitiers du Sidobre ou les salaisons des monts de la Cône, qui sont sur ma circonscription, attendent cette autoroute et que pour eux, non seulement il y aura un abonnement, mais il y aura une facilité à aller à Toulouse par rapport à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Moi, je veux bien, je voudrais comprendre, enfin, vraiment comment vous modélisez votre étude, parce que le trafic, ça me paraît, anticiper un trafic, comme ça sur une autoroute, ça me paraît très compliqué. Voilà ma question. Mais bon, vous êtes des professionnels et vous êtes réputés pour votre sérieux, il n'y a pas de souci. Mais moi, je voudrais savoir, parce que c'est vraiment, cette question, c'est quand même important. Parce que le tarif et le trafic, pour moi qui suis un Tarnais, un élu Tarnais, c'est vraiment, on va dire, l'inquiétude de certains Tarnais, notamment ceux qui sont pour cette autoroute, et la majorité des Tarnais sont pour cette autoroute. Merci. Merci, Monsieur Cabrolier. J'avais vu Madame Stanback-Ternoir lever la main. Je ne sais pas si vous avez une question, collègue. Oui, mais si ça vous convient, je vais attendre les réponses à cette première salve. Merci. Ok, très bien. Donc, pour vos réponses, messieurs, merci. Alors, pour
réponses. La première, rapidement, et puis je me passerai largement la parole aux deux experts qui sont autour de moi, puisqu'ils ont vécu et connaissent très très bien tous ces dispositifs. Sur la remarque sur l'évolution des péages, vous avez cité effectivement cette remarque en page 10.6. La question est une question qui est un peu générale, qui ne s'adresse pas qu'à ce projet-là, bien évidemment, vous l'avez compris. C'est la loi d'évolution des péages qui est prévue dans les concessions, qui nous paraît être, mais encore une fois, c'est un sujet très technique à discuter. En clair, l'actualisation qui est aujourd'hui prévue, comme dans ce contrat, comme dans beaucoup d'autres, qui évolue avec le temps en général, mais c'est une indexation qui tient compte des prêts à la consommation et des indicateurs spécifiques des travaux, les TP01 et TP09 pour être plus précis. Notre avis est qu'il faudrait un indicateur, il faudrait une loi d'évolution qui soit plus fine. Elle n'avantage pas ou ne désavantage pas forcément le concessionnaire, en fait. Ça dépend de la situation pendant les 40 années qui vont venir. Ça dépend de la situation de l'inflation. Dans certains cas, ça l'avantagera si l'inflation est plus ou moins forte. Dans d'autres cas, ça le désavantagera. Il nous semble qu'il pourrait y avoir un suivi économiquement plus pertinent, plus fin, mais pas simple à mettre en œuvre, probablement. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement technique sur lequel il nous semble que la pertinence serait meilleure et donc qu'on épouserait mieux les évolutions économiques qui vont durer pendant les 45 ans qui viennent. Mais c'est un sujet terriblement technique et qui ne joue pas forcément à l'avantage du concessionnaire ou à son désavantage. Ça dépend d'une situation de l'inflation pendant la période. Et on peut penser que l'un dans l'autre, ça s'équilibre plutôt. Donc, ce n'est pas du tout un sujet qui est majeur, si je peux dire. C'est pour ça que c'est une recommandation. Mais c'est une recommandation que nous faisons à chaque fois qu'on nous interroge sur les concessions. C'est vraiment une remarque de portée générale sur ce sujet-là. Sur la question des hypothèses de trafic, effectivement, c'est un sujet central et pas toujours simple à maîtriser. Notre intervention à nous, et je passerai la parole aux techniciens, ne consiste pas à avoir une expertise en termes il y a des experts sur les trafics. Nous apportons une contre-expertise et une vérification de cohérence. J'allais dire, nous ne sommes pas un expert du trafic en tant que tel, et il y en a des bien plus experts que nous dans la sphère de l'État et des concessionnaires. Mais en revanche, on fait une vérification de cohérence pour nous dire est-ce que vraiment le risque qu'indique ce concessionnaire, il est sérieux ou pas sérieux? C'est un peu ça, ce que je le dis en des termes très triviaux. Hein. Et là, en l'occurrence, on considère qu'il est sérieux parce qu'effectivement, il a pris des hypothèses assez allantes sur le niveau de trafic qu'il expose, lui, principalement. D'ailleurs, sur ce point-là, je voulais dire un point et je passe la parole tout de suite. S'il advenait, pour rebondir sur la question de Madame la rapporteure, que le trafic, finalement, il n'est pas du tout atteint et qu'il y aurait des demandes de modification à la demande du concessionnaire, même s'il se mettait d'accord avec les concédants, ce qui m'étonnerait, sur ce seul thème-là. Ça fera l'objet d'un avenant, nécessairement. Or, s'il y a avenant, ça passe devant la RT. Je l'ai dit tout à l'heure. Là, nous avons notre contrôle, qui là est plein et entier, bien plus encore plein entier qu'une concession nouvelle, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Ça passe en Conseil d'État. Incontestablement, notre avis sera, sur ce seul thème-là, négatif, puisque le risque est un risque concessionnaire. Donc, il ne doit pas varier. Il doit être assumé. Ça serait là aussi, c'est un avis consultatif, mais il est préalable à l'avis du Conseil d'État, qui, en général, sur ces sujets-là, prend en compte, évidemment, les positions du régulateur. Voilà ce que je voulais dire dans le processus, comment, et ça illustrait un peu mon propos initial entre concession de départ ou contrat de départ et avenant en cours de route, si je puis dire. Peut-être en rebond, excusez-moi, Monsieur le Président, sur ce sujet, ce que vous évoquiez dans le cadre de vos propos, c'est que ce type d'avenant, vous n'en aviez pas ou beaucoup vu ou pas du tout vu, je crois. Hein. Alors, je me retourne vers ce, parce que moi, je suis là depuis 3 mois, donc ma vision est assez faible, mais j'ai bien gardé les dossiers, je n'en ai pas trouvé, et je pense que les deux personnes qui sont autour de moi me le confirmeront, mais je les laisse parler. Juste quelques compléments sur la question de l'évolution des tarifs, et puis Nicolas Wagner, notre expert sur les contrats d'expertise de trafic, complétera. Juste pour vous dire que du point de vue de l'autorité en termes doctrinaux, il y a deux propriétés qui seraient à vérifier pour l'évolution des lois tarifaires dans les contrats de concession. La première, c'est de réduire le risque
pour le concessionnaire de manière à réduire les demandes de rémunération de ce risque et donc, toute chose égale par ailleurs, le péage payé par les usagers. Et la deuxième, c'est de permettre une bonne utilisation de l'infrastructure sur toute sa durée de vie. Ça, les deux propriétés qu'on aimerait voir satisfaites par une loi d'évolution tarifaire. Sur la première, limiter le risque pour le concessionnaire, c'est faire en sorte que les charges et les recettes évoluent de manière symétrique. Mais vous voyez que l'essentiel des charges d'une concession est acquitté en fait au moment de la construction de l'infrastructure. Vous avez les détails dans le point 7 de l'avis. Et donc, avoir finalement une indexation sur la base d'indices qui sont liés à l'inflation de l'ensemble des recettes, bah, c'est quelque chose qui va au-delà de ce que je vous disais, l'essentiel des charges qui ont été couvertes ab initio au moment de la construction. Donc, c'est la première raison pour laquelle voilà, on émet des propositions un petit peu alternatives sur ces lois d'évolution tarifaire. Et la deuxième chose, c'est d'arriver à avoir une infrastructure qui soit utilisée de manière optimale toute sa durée de vie. Vous devez faire varier deux paramètres, hein, le point de départ en termes de péage et son évolution. Si vous partez trop en termes de péage avec une évolution qui est trop faible, eh bien, vous allez avoir peu d'utilisation de l'infrastructure au début, donc une utilisation inférieure à ce qui sera optimal dans les premières années, et puis à l'inverse, une utilisation peut-être un peu trop importante par rapport à ce qui sera optimal à la fin. Et donc, voilà, on fait des recommandations. Quand on vous dit qu'il faudrait prendre en compte la propension à payer des usagers, peut-être sur la base d'un PIB par habitant plus que de taux d'inflation. Vous voyez, l'inflation, ça ne vous dit pas vraiment comment évolue la propension à payer des usagers, qui est liée aussi à l'évolution de la rémunération des ménages, tout simplement. Voilà, donc nous, on recommandait plutôt de se baser pour cet aspect-là sur d'autres types d'indices que les indices inflation ou TP01, TP09. Voilà, c'est vraiment par rapport à ces deux propriétés qu'on faisait nos recommandations, qui sont des recommandations générales visant à réduire les tarifs de péage tout au-delà par ailleurs et à favoriser un usage optimal des infrastructures. Peut-être sur la question des trafics, notre analyse, cher ami. Alors oui, un petit peu comme le disait Monsieur le Président, en pratique, on ne réalise pas une expertise des trafics, mais on ne projette pas les trafics, on fait une contre-expertise. Donc ça change un petit peu l'analyse. Je vais répondre du coup en deux temps pour que les choses soient assez claires. Comment est-ce qu'on prédit les trafics en général et qu'est-ce qu'on fait nous en particulier? Donc, pour dire les choses très vite, comment est-ce qu'on prédit les trafics en général? En fait, il y a grosso modo deux approches, hein. C'est un petit peu d'ailleurs comme ça que vous avez structuré votre question. On peut soit comparer avec des infrastructures comparables. Alors, souvent, ça a pas mal de limites, hein, ça, parce que les choses sont jamais vraiment comparables. Et ça, souvent, on s'appuie sur les bilans lotis, hein. Vous savez, ces célèbres bilans ex post qu'on réalise quelques années après la réalisation du projet. Ça permet d'avoir un retour d'expérience utile. La deuxième manière, c'est de modéliser. Donc, c'est tout de même la manière la plus sérieuse et la plus précise. Ça revient à considérer l'ensemble des trajets qui pourraient potentiellement utiliser l'infrastructure et de se demander, au cas par cas, bon, avec des chiffres, avec des lois statistiques, combien vont finir, compte tenu du temps de trajet, de la nouvelle infrastructure, compte tenu du tarif qu'on va pratiquer, par basculer vers ce nouvel itinéraire. Alors, comment est-ce qu'on fait, nous, en pratique, puisqu'on nous livre une chronique de trafic pour se faire notre opinion dessus? En fait, on pratique les choses en trois temps. Donc, classiquement, les concessionnaires nous donnent une étude, enfin, les soumissionnaires, pardon, fournissent une étude assez détaillée en donnant toutes leurs hypothèses méthodologiques utilisées pour construire leur modèle. On va d'abord se demander si le modèle a l'air sérieux, c'est-à-dire s'il est à l'état de l'art. Donc là, en l'occurrence, la réponse était oui. Ensuite, on va regarder ce qu'en disent les autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens finalement autour d'un projet qui vont produire des études, en particulier dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence pour une nouvelle concession. Le prêteur fait une contre-expertise de l'étude de trafic qui est mise à l'offre, donc c'est très intéressant à regarder. Il y a aussi l'étude préalable, naturellement, qui fournit une étude de trafic. Et on va essayer de comprendre les différences. Pourquoi ces trois études fournissent des chiffres très légèrement différents? Parce que ça va nous permettre de se faire un peu notre raison. Et la troisième étape, qui est souvent la conclusive, on va essayer de regarder des espèces de grands agrégats pour voir s'ils ont l'air crédibles. C'est une analyse en ordre de grandeur, hein, si vous voulez. Donc, en l'occurrence, ici, c'est ce qui a fait notre raison, si j'ose dire. Ce qu'on avait noté, c'est que le trafic à la mise en service, il reposait sur des hypothèses de taux de capture qui étaient très élevés. Et donc, c'est pour ça qu'on les a corrigés.
Et elles sont très élevées par rapport à quoi? Par rapport à ces bilans d'outils dont je vous parlais. On a regardé voilà, une vingtaine d'autres projets. On a noté que ils étaient comparables et qu'ils aboutissaient classiquement à des taux de capture plus faibles. Euh, donc du coup, qu'il nous semblait que le trafic à la mise en service était un peu optimiste. Alors je précise, hein, par optimiste, ça ne veut pas dire impossible. Ça veut dire, euh, comment vous dire les choses bêtement, peu probable, quoi. Voilà, peu probable, mais pas impossible. Donc peut-être qu'on verra bien le trafic à la mise en service qui était prévu dans l'offre, mais nous, ça nous semblait voilà, pas à 100% probable. Et par ailleurs, il y avait la question de la dynamique, hein, dans la ville. Il n'y a pas que le trafic à la mise en service, c'est que les taux de croissance qui étaient du trafic qui était supposé dans l'offre nous semblaient très importants. Je ne peux pas les commenter, comme disait Monsieur le Président, c'est couvert par le secret des affaires, mais ils figurent dans l'avis. Je pourrais vous redonner le point. Je- je- C'est des points 84 et 85. Objectivement, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Voilà, vous les regardez, vous verrez qu'effectivement, il n'y a pas de doute par rapport aux tendances historiques, par rapport à ce qu'on voit d'habitude, c'était assez élevé. Et donc, du coup, en corrigeant ces deux paramètres-là, le trafic à la mise en service et le taux de croissance, on arrive à des recettes prévisionnelles qui nous paraissaient devraient être révisées à la baisse. Je voudrais préciser aussi quelque chose, parce que je pense que c'est important pour comprendre. Moi, je ne parle que du trafic, c'est normal, c'est mon métier, qui a été précisé dans l'offre. Je ne parle pas du trafic dans l'étude préalable. Ce serait un point que je souhaiterais vérifier parce que je parle de mémoire, si vous souhaitiez avoir cette information-là, mais de mémoire, nos corrections n'amenaient pas à des trafics plus bas que dans l'étude préalable. Finalement, voilà, la contractrice de l'ART était relativement cohérente avec celle de l'étude préalable. C'est important, hein, parce que c'est celle qui a été utilisée pour établir l'opportunité socio-économique du projet. Voilà, merci. Merci, messieurs. Peut-être pour une deuxième salve de questions, Madame Stenbach-Terre-Noire. Oui, merci, Monsieur le Président. Il me semble que Madame Héraudy voulait faire un rebond. Oui, allez-y, posez votre question. Je lui donnerai la parole en suivant. Très bien, merci. Donc, moi, j'avais des questions concernant la durée de concession, en fait, puisque donc dans votre avis, vous indiquez que le concédant se réfère aux durées de financement généralement retenues pour ce type de projet d'infrastructure, qui sont donc de 30 à 40 ans, mais aussi aux exigences supposées des prêteurs qui demanderaient une durée de concession supplémentaire de 5 à 15 ans après l'amortissement du prêt. Et donc, moi, je m'interrogeais déjà sur le flou, en fait, des expressions utilisées, supposées, des prêteurs qui demanderaient. Donc, ma question était de savoir si le concédant vous avait fourni un document précisant justement les exigences et l'identité de ces fameux prêteurs. Ou sinon, comment interpréter donc cette formulation qui peut laisser entendre que vous n'aviez pas tous les éléments factuels pour vérifier cela. Puis sur la question de la durée donc, qui ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse ses investissements, connaissez-vous donc cette durée d'amortissement prévue par le concessionnaire ou bien n'est-ce basé que sur donc, les durées de financement généralement retenues comme vous l'écrivez? Sur la question du remboursement de la dette senior aussi, qui est présentée dans le contrat de concession, le concessionnaire donc prévoit, en l'absence de refinancement, d'en avoir remboursé la totalité en 2046. Or, dans cette hypothèse, est-ce que vous confirmez que l'amortissement des investissements initiaux peut être achevé à cette date? Et comment expliquer à ce moment-là que la durée du contrat excède de 30 ans, en fait, cette durée d'amortissement? Vous préconisez, vous l'avez dit, hein, d'ailleurs, de réduire ces durées de 15-20 ans. On peut quand même se poser la question de l'impact en fait de cette durée sur les profits du concessionnaire ensuite. Et j'ajoute une dernière question sur la clause d'encadrement de rentabilité, donc qui est prévue par le code de la voirie, qui peut prendre la forme d'une réduction de la durée de concession, etc., notamment lorsque les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. Dans votre avis, vous soulignez
que, compte tenu des prévisions de trafic optimistes retenues par le concessionnaire, ces clauses ont une faible probabilité de déclenchement. Il y en a notamment qui prévoient qu'elles se déclenchent au-delà d'un certain chiffre d'affaires cumulé qui est supérieur au chiffre d'affaires prévu justement par le concessionnaire. Donc voilà, ma question est simple. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que l'État respecte son obligation légale de limiter la rentabilité du concessionnaire en introduisant ainsi donc des clauses dont le déclenchement est si peu probable selon vos propres termes? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame Hérodi. Merci, ce serait fort agréable de pouvoir rebondir puisque vous vous autorisez, Monsieur le Président, de rebondir. Ceci étant dit, pages 10 et 11 sur la Prérogative durée de du président, contrat. Madame Oui. Hérodi. Allez-y. Oui. Vous rappelez l'article R 3114-2 de la commande publique que j'ai cité avant-hier à Monsieur Fabien Barderelli, sous-directeur du financement innovant, de la dévolution et du contrôle des concessions autoroutières au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Cet article, et arrêtez-moi si je me trompe, dit que la durée de la concession supérieure à 5 ans ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés. Vous dites également, je cite dans le rapport, ainsi le concédant, donc l'État, se réfère aux durées de financement généralement retenues pour ce type de projet d'infrastructure qui sont de 30 à 40 ans. Or, on sait que la durée de la concession pour la 69 est de 55 ans et que la raison invoquée est que c'est une exigence supposée du prêteur. Avez-vous en votre possession une quelconque trace ou document qui vient attester que cette demande de prolongation de la durée de concession de 15 ans? Si oui, merci de les fournir à la commission d'enquête. Sinon, pourquoi alors, à votre avis, cet allongement de 15 ans? Et à qui profite-t-il en premier lieu? Vous concluez ce paragraphe par cette phrase, page 11, paragraphe 57. Elle ne devrait pas exonérer le concédant de réinterroger ses propres pratiques en termes de durée de contrat de concession autoroutière, ni de concevoir des mécanismes pour s'éviter les écueils d'engagement contractuel trop longs. Que voulez-vous dire par cela exactement? Pensez-vous qu'il aurait été plus juste que la durée de concession soit entre 30 et 40 ans, comme c'est usuellement admis? Vous dites, page 14, que la prévision d'Atosca en termes de coûts et de recettes, qui pour rappel sont de 3,7 milliards sur la durée totale de la concession, bien que plausibles, sont optimistes. Question 1. Quel sera selon vous le mécanisme de réajustement qu'activera Atosca au cas où il aurait été trop optimiste? Question 2. Est-ce possible que ce mécanisme de réajustement soit le prix du péage à la hausse? Un prix de péage qui, soit dit au passage, un prix que personne ne connaît encore, car encore avant-hier, sur mon insistance et sur l'insistance de Madame la rapporteure, les fonctionnaires de l'État n'étaient pas en mesure de nous dire quel sera le prix du péage définitif. Enfin, je terminerai par une question que j'ai posée aux représentants du ministère pour laquelle je n'ai pas eu de réponse et que je reposerai inlassablement jusqu'à ce que quelqu'un daigne nous éclairer. L'article 1121-1 de la commande publique stipule, et je cite, « La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Avec les éléments suivants, une rallonge de 15 ans d'exploitation, ce qui apporte à Tosca 30 années de rendement maximum, de déviations payées 2 fois par le contribuable qui correspond à 75 millions d'avantages en nature réalisés par la filiale de NGE, 12 millions de cadeaux de TVA, 23,5 millions de contributions des collectivités, une future station photovoltaïque génératrice de nouveaux revenus pour Atosca dont il ne figure aucune trace dans le contrat. Atosca, un verrouillage des règles de la durée et des modalités de reprise par l'État de la concession, rendant le retour à l'État de la 69 quasi impossible. L'État a-t-il fait en sorte que le risque qui a été transféré à Atosca sur une réelle exposition aux aléas du marché n'existe pas? Pour que tout le monde comprenne, et notamment ceux qui nous suivent, a-t-on fait en sorte, en incluant des clauses aussi restrictives qui empêchent la reprise du contrat par l'État et un apport de 111 millions d'argent public sous diverses formes, les 23 millions de collectivités, 75 millions d'avantages en nature, les 12 millions de cadeaux de TVA, qu'Atosca, quoi qu'il arrive,
sortent gagnants et engrangent des milliards de bénéfices avec une prise de risque minimum, voire quasiment inexistant ou inexistant. Je vous remercie. Messieurs, pour vos réponses, évidemment, dans la limite des compétences qui sont les vôtres sur ces sujets. Merci. Tout à fait, dans la limite de nos compétences. Alors peut-être la première question sur la durée de la concession. Nous avons effectivement fait remarquer la position du régulateur, qui est une position, j'allais dire, notre position de fond sur les concessions, c'est qu'effectivement on retienne les concessions les plus courtes possibles pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. On évoque souvent 20 ans ou des choses de ce type-là, parce que ça me semble être la meilleure manière de réguler. Pour autant, sur le plan de l'organisation de la concession, donc de sa licéité, j'allais dire, de sa légalité, les concessions peuvent être beaucoup plus longues, bien évidemment, comme elles le sont aujourd'hui pratiquement toutes. Donc c'est une demande d'évolution globale que nous formulons de la politique des concessions, pas forcément attachée à ce projet-là en tant que tel. Sur ce projet-là, les règles appliquées sont des règles effectivement. Alors d'abord, premièrement, la durée de la concession n'est pas c'est pas les concessionnaires qui déterminent la durée de la concession. C'est un élément de départ fixé par le concédant. Et donc la concurrence ne joue pas sur ce sujet-là. Voilà. Ça, c'est le premier point important qu'il faut dire. C'est bien le concédant qui décide en politique publique une concession de cette durée-là. En général, elle est retenue parce qu'effectivement, il y a une durée d'amortissement des financements, notamment des financements bancaires, des prêts, qui sont importants. Et les actionnaires du concessionnaire ne se payent après, si je puis dire, se remboursent après. Or, les actionnaires, les financeurs remettent à terme, et ça sera un sujet qui va venir sur 80% des concessions dans les années qui viennent, 2031-2032, les concessions vont se terminer. Toutes les grandes concessions historiques que nous connaissons aujourd'hui, hein, qui ont des durées très très longues aussi, le concessionnaire remet gratuitement à l'État, ce qui est bien normal, l'ensemble du domaine. Par voie de conséquence, il faut qu'il ait amorti tous ses financements et que les actionnaires qui ont apporté de l'argent aient eu la rémunération et le remboursement de leur financement initial. Et ça s'opère après, principalement après le remboursement, comme toujours dans les prêts, hein, vous connaissez le sujet, hein, après le financement des banques. Donc c'est en gros cette période complémentaire après l'amortissement bancaire qui permet d'aboutir dans le schéma proposé par le concédant à 55 ans. Si je dis les choses de manière assez triviale, mais encore une fois, ça n'est pas un élément sur lequel le concessionnaire a pu avoir son mot à dire. Il a fait sa proposition par rapport à la durée qui était celle qui est pratiquée aujourd'hui dans toutes les concessions autoroutières, je crois, pas très loin, et donc qui répond à une politique globale de concession de l'État. Notre avis que nous adressons à l'État, précisément, concédant, c'est qu'il faudrait qu'il change de politique en la matière pour des raisons de meilleure régulation économique, mais pas sur ce projet-là particulièrement. Ce n'est pas un avis qui est sur ce projet-là en tant que tel, qui correspond bien à ces modes de fonctionnement habituels. Vous parliez aussi, et là aussi je passerai la parole à mes collègues pour qu'on puisse compléter ce que je peux répondre un peu rapidement peut-être. Vous évoquiez les risques portés par le concessionnaire. Notre analyse est qu'il y a un réel transfert de risque. En tout cas, sur les deux sujets les plus lourds, qui sont ceux d'une équilibre de concession sur la durée de la concession, à savoir les trafics, on en a parlé, et les coûts d'investissement, qui sont deux éléments fondamentaux d'un projet. Sur ces deux éléments fondamentaux, là, nous faisons notre travail de régulateur pour nous assurer que les risques sont pris et correspondent à la rémunération des capitaux attendus. Et c'est donc ce point-là que nous avons, entre guillemets, considéré comme conforme à la loi. Donc ça veut dire que transfert de risque, il y a, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau du risque très important de trafic, hein, qui est un risque majeur dans l'équilibre global d'une concession, majeur, bien évidemment. Sur la durée de la concession, ce risque de trafic est maintenant un engagement du concessionnaire. On considère qu'il est sérieux, si je puis dire, et il ne fera pas l'objet, il ne pourra pas faire l'objet d'avenants en aucune manière. Je l'ai dit tout à l'heure, ça passerait devant le régulateur et l'avis du régulateur serait, à ce titre-là, négatif.
Et je confirme bien, j'ai échangé avec mes partenaires, il n'y a jamais eu d'avenant, pardon, aujourd'hui, portant sur une évolution d'un risque trafic, parce qu'il serait assez largement illégal de toute façon. Peut-être en complément, parce que je suis conscient de parfois aller un peu vite. Un élément général, Merci, Monsieur le Président. C'est un élément complément sur la durée de la concession, juste pour vous dire que vous avez dans le rapport sur l'économie générale des concessions de novembre 2020 en annexe la liste des sociétés concessionnaires et de la durée des contrats. Et vous verrez que pour les sociétés concessionnaires récentes, on est sur une durée classique. Adelac 55 ans, Albéa 55 ans également, Aliae 48 ans, Alicorn 55, Aliénor 60, Ali 66. Donc on n'est pas sur une durée qui change des pratiques pour des sociétés concessionnaires récentes qui emportent la construction d'un nouvel ouvrage. Voilà. Nous, ce qu'on réinterrogeait sur ce point, c'est qu'il n'y a pas de sujet, le président l'a dit, d'équilibre économique, c'est un sujet de politique publique. Point. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas non plus creusé, vous citiez les précautions qu'avait prises l'autorité au point 55 de son avis. On n'est pas allé interroger le montage financier du projet, ce n'est pas notre office, dès lors que l'équilibre économique de la concession nous paraît justifié par rapport aux dispositions légales. Simplement, c'est en termes de politique publique qu'on considérait que ça n'épuisait pas, le débat. Et un dernier mot peut-être sur la façon dont on apprécie l'équilibre économique. Tout ce qui est subvention d'investissement, c'est naturellement pris en compte. Il y a un coût de construction. Ce qu'apporte le concessionnaire, c'est ses coûts moins la subvention. Les apports en nature, ils ne sont pas intégrés, ils sont uniquement pris en compte au titre de l'itinéraire qu'ils permettent d'offrir entre Toulouse et Castres. Donc, quand on parle d'équilibre économique satisfait et quand on vérifie la rémunération des capitaux engagés sur la concession, c'est bien en intégrant l'ensemble de ces paramètres. Et en intégrant tous ces paramètres, on a un équilibre économique qui nous paraît raisonnable. Je vais faire juste un tout petit complément de clarification, parce que je voudrais qu'effectivement ça soit dit. Madame la députée, vous parliez de mécanismes d'ajustement et en particulier de hausse de péage. Alors, des mécanismes d'ajustement, voilà, là, je n'en vois pas, mais en toute certitude, une hausse de péage nécessite un avenant. Et donc, on revient à ce que vous a dit Monsieur le Président. Et bien, il n'y en a jamais eu. Par ailleurs, je pense qu'on peut dire que ça ne serait pas légal puisque ça viendrait bouleverser l'équilibre économique du contrat. Et pour finir, si avenant il y avait, l'autorité en serait saisie et se prononcerait dessus. Encore une fois, l'avenant étant vraisemblablement illégal, on le dirait. Merci, messieurs, madame la rapporteure. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, au regard de tout ce qui vient d'être dit, on voit bien que, évidemment, la question de l'équilibre financier impacte significativement le sujet des tarifs. Et même si, en tant que gendarme et protecteur du contribuable, in fine, vous nous indiquez qu'à aucun moment donné, cette question-là ne pourrait être sur le sujet des tarifs approuvés par l'ART. Il n'en demeure pas moins comme je l'ai pu dire en introduction, on a vu à d'autres moments le contribuable venir au secours du secteur privé, je pense au secteur bancaire par exemple. Et donc, en l'occurrence, rien ne nous garantit, malgré votre avis défavorable, qu'il ne soit pas demandé que la solidarité nationale vienne au secours de cette autoroute. Bon, mais c'est une hypothèse lointaine. Revenons sur les sujets plus présents. Sur les sujets plus présents et sur la durée de la concession, évidemment, là encore, on anticipe par rapport aux échanges que nous aurons dans le cadre de l'équilibre financier, puisque c'est justement décortiquant l'équilibre financier auquel participe évidemment le sujet du risque travaux et le sujet du risque trafic, que nous pourrons véritablement nous assurer que cette durée de concession s'inscrit bien réglementairement dans un contexte qui mérite d'être approuvé, et notamment lorsque nous aurons étudié les appels d'offres que nous avons demandés au ministère ou que nous allons demander au ministère.
Par ailleurs, je note que Monsieur le Président se félicite de ce que le risque soit assumé par le concessionnaire, comme je dirais, encore heureux. Et même si le trafic est inférieur à celui qui sera réalisé, ou en tout cas qui sera développé lorsque l'autoroute s'ouvrira. Mais je tiens à rappeler que s'il y a une raison impérative d'intérêt public majeur et donc une dérogation aux contraintes environnementales, c'est sur la base d'une étude socio-économique et notamment sur la base d'un trafic suffisant pour justifier les dérogations au droit environnemental. Donc, si en effet on se retrouve avec un trafic inférieur, c'est inquiétant par rapport à la question du risque pour le concessionnaire, bon, qu'il assume certes, mais c'est inquiétant aussi par rapport au fait que finalement, on se retrouve avec une infrastructure qui n'était pas nécessaire puisque le trafic a été surestimé. Et ayant été surestimé, ben, finalement, on aurait pu se passer en effet d'une autoroute, surtout si on avait fait un aménagement d'une infrastructure ferroviaire et notamment, et j'en suis sensible, sur la question évidemment du fret, le granit ou le bois tel que vous l'avez évoqué, Monsieur Cabrolier, mais également sur tout un tas de marchandises qui auraient pu parfaitement circuler par un moyen décarboné qui est celui du ferroviaire. Ensuite, sur la question, messieurs, pour revenir à la question des tarifs. Nous avons auditionné donc le ministère il y a 2 jours, qui nous a fait état d'éléments relatifs à la question du taux plafond. Nous allons, sur sa demande, redemander de façon extrêmement précise quels sont les taux plafonds concernant ce secteur autoroutier, cette autoroute A69. Mais pour autant, je note que bien que n'ayant pas ces éléments de façon extrêmement précise, vous avez pu, vous, en tant qu'ART, vous positionner notamment sur la classe 4 et donc les poids lourds pour estimer qu'il serait susceptible d'être défavorisé, si l'on peut dire, par rapport aux tarifs. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner votre analyse? Comment vous en êtes arrivé à cette conclusion? Si vous n'aviez pas vous-même accès au taux plafond, si vous avez accès, je suppose que vous l'avez fait peut-être en toute connaissance de cause, donc quels sont les taux plafonds de cette autoroute A69? Et quelle est la différence significative que l'on peut avoir entre les taux moyens tels qu'ils sont évoqués dans les différentes annexes, donc de classe 1 à classe 4, et le taux plafond? Et est-ce que dans ce cadre-là, la différence entre ces taux moyens et ces taux plafonds peut être, notamment pour les classes 4, particulièrement significative? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est concernant la question mais auquel vous m'avez dit vouloir répondre, bien entendu, sur la question 6 et la question 7. Alors, je rappelle la question 6, c'est que vous avez corrigé la chronique financière du concessionnaire. Vous nous avez précisé, alors maintenant, dans le cadre de ces échanges, pourquoi cette dernière a été jugée optimiste, donc au regard du trafic et au regard du risque travaux. Et ensuite, spécifiquement, la question 7, donc, vous dites la rémunération du concessionnaire pressenti est certes élevée, mais elle vient compenser à sa juste valeur l'optimisme des chroniques et donc le risque que prend le concessionnaire. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer le sens de cette phrase? Et ensuite, en fonction de vos réponses, j'aurai d'autres questions à vous poser. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Madame Stenbach, je vois que vous avez levé la main. C'est pour une autre question? Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est pour une autre question, mais je commence, si vous voulez bien, par un petit rebond parce que sur mes questions précédentes, parce que, messieurs, vous avez donc justifié les 15 ans supplémentaires pour la concession par la nécessité de rémunérer les actionnaires une fois les prêts remboursés. Alors que dans votre avis, vous parlez bien, c'était l'objet de ma question, des exigences des prêteurs et pas des actionnaires. Donc, du coup, je ne comprends pas bien cette réponse et j'insiste, j'aimerais bien avoir une réponse quant à savoir si vous aviez eu ou non un document qui précisait les exigences et l'identité de ces fameux prêteurs. Et par ailleurs, sauf de ma part, vous n'avez pas non plus répondu sur la question de la clause d'encadrement de rentabilité, enfin des clauses. Et notamment la question de savoir si l'État respectait bien ses obligations, étant donné l'avis que vous indiquez.
Et ensuite, donc, j'avais une autre question qui est sur sur les aides publiques, et notamment les aides publiques en nature. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que l'apport en nature donc, consiste les déviations de Soile et de Puylaurens, donc à hauteur de 75 millions, seront remboursées par par le concessionnaire et à quelle échéance? Parce que, en attendant, ce sont les contribuables en fait, hein, qui font l'avance de ces 75 millions. Et par exemple, à Montpellier, on a vu que l'ASF avait dû proposer un nouveau modèle de financement pour que le surpéage ne soit acquitté que par les usagers de la bretelle, donc dans leur situation à eux. Donc, sur le principe d'égalité des usagers devant le service public, on pourrait se dire qu'il faudrait que ce soit pareil ici. Donc, ce qui voudrait dire que les usagers des déviations de Soile et Puylaurens devraient payer plus cher. Est-ce que c'est un point que vous aviez vous-même relevé et est-ce que vous confirmez ou non cette analyse? Et enfin, donc là, c'est des chiffres qui ont été rapportés dans un article de Mediapart 25 avril dernier, où ils additionnent toutes les aides publiques, donc les 24 millions d'aides publiques, mais aussi les apports en nature, donc 75 millions dont je viens de parler avec les déviations, les 200 000 mètres carrés de terrain, un crédit à la TVA, etc. On arrive à un total d'aides publiques de 111 millions, ce qui représenterait donc 20% du total du coût de la 69. Et je voulais savoir si vous confirmez cette proportion. Je vous remercie. Messieurs, pour vos réponses. Merci beaucoup. Alors, attendez, je vais essayer de reprendre à peu près dans l'ordre avec mes collaborateurs. Sur la question oui, peut-être une remarque importante par rapport aux remarques de Mme la rapporteure. Effectivement, quand on parle des hypothèses de trafic, on les analyse dans notre compétence, dans le champ de notre compétence, qui est de donner un avis sur un risque-prix et sur un équilibre de concession. Pas sur le trafic de l'étude de rentabilité socio-économique qui a permis, elle, de justifier de faire ou de ne pas faire un projet. C'est dans dehors, comme je disais au début, c'est totalement de nos compétences. On n'a pas du tout, nous, à apprécier. Notre expertise ne porte pas sur ce sujet-là. Donc effectivement, la question que vous évoquiez tout à l'heure est tout à fait fondée, hein, mais ça porte sur la rentabilité socio-économique d'un projet préalable à sa décision sur le fait même de le faire et la manière de le faire. Et notre analyse à nous ne porte que sur un périmètre de concession, dans un cadre de concession, et en l'occurrence de ce que ce concessionnaire retient dans son équilibre économique, ce qui n'est pas du tout la même chose, si je puis dire, hein. D'ailleurs, le collaborateur a dit tout à l'heure que nos analyses sur l'hypothèse de trafic s'approchaient beaucoup plus des trafics qui étaient dans l'étude préalable socio-économique que dans ce que le concessionnaire proposait. Donc, il était réellement en risque, en clair, voilà. Donc, il était réellement en risque, c'était un risque réel, sérieux, et c'est ça qu'on est en charge d'évaluer. Voilà. Ça, c'est un point important. Alors, sur les questions classe 4, taux plafond, je vous passe peut-être la parole. Alors, sur le taux plafond, déjà, je vais clarifier une chose, hein. Ça figure dans l'avis, en fait. J'admets que c'est un peu compliqué à retrouver. C'est même pas des éléments classés protégés par le secret des affaires. Donc, je vais vous les donner. La première chose, hein, vous avez point 11, la valeur du péage décembre 2020. Alors, je sais que ça peut paraître surprenant parce qu'il n'y a pas de péage en décembre 2020, mais c'est le principe du contrat. C'est pour ça que vous mentionniez par ailleurs qu'on ne connaît pas le péage final. En fait, vous savez, on fonctionne avec une sorte de péage fictif. On part en décembre 2020 et on va faire évoluer ce péage selon une loi d'indexation. Cette loi d'indexation figure au point 80 de l'avis. Le péage valeur 2020, il évolue, alors laissez-moi vous le dire proprement, comme 75% de l'inflation, 15% de l'indice TP01. L'indice TP01, c'est un indice de coût des travaux publics. Et 10% de l'indice des TP09. Le TP09, c'est un indice du coût de l'enrobé. Donc, du coup, vous voyez, chaque année, pour savoir le péage, il faut simplement indexer les choses. Euh, Comment nous, on en arrive à la conclusion? Simplement, je précise tout de même, hein, durant la construction du contrat, la loi est un tout petit peu plus compliquée que ce qui figure dans l'avis, mais tout ça est dans le contrat est public, vous pouvez obtenir les détails, je ne pourrais pas vous les donner de tête en revanche. Comment on arrive au péage qui figure en point 78? Alors, c'est des péages prévisionnels, comme vous a dit le concédant mardi.
on n'est pas en mesure de les donner de manière exacte aujourd'hui, va falloir observer l'inflation de l'année 2024, et donc on ne la connaît pas encore. Va falloir observer l'évolution des prix des travaux publics de l'année 2024, et donc on ne les connaît pas encore. Mais en pratique, on devrait arriver à un taux tarif kilométrique moyen pour les véhicules de classe 1 qui devrait être inférieur de 7,4% à la moyenne de ceux pratiqués par les concessions récentes. Et pour la classe 4, il devrait être supérieur de 14,6%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que la société Atosca, quand elle a répondu à l'offre, a choisi, parce que c'est aussi un paramètre de l'offre, de faire payer un petit peu plus au trafic poids lourd et un petit peu moins au trafic VL. Vraisemblablement, elle a fait ça pour des raisons de sensibilité des trafics. Vous voyez, elle a dû estimer, et c'est un peu ce que révèlent les études de trafic qu'elle a réalisées, qu'il y aurait moins de pertes de trafic PL si on pratiquait un tarif élevé que de pertes de trafic VL si on pratiquait un tarif VL élevé. C'est une question en fait de répartition de la charge, si vous voulez. Vous allez répartir la charge du péage de manière à pas perdre trop de trafic parce que c'est dans votre intérêt. J'espère avoir répondu clairement. Donc, je résume, hein. Les clauses d'indexation, enfin les taux plafonds, ça figure au contrat. Vous avez aussi les éléments dans l'avis, point 11, point 80, et là, le résultat de l'application des taux initiales et des règles d'évolution en point 78. Donc, je crois que les choses sont assez transparentes. Effectivement, on ne peut pas connaître exactement le péage à la mise en service parce que ça dépendra du contexte inflationniste de l'année 2024. Mais je crois que tout est très transparent. Oui, vous vouliez compléter? Oui, ensuite, peut-être la rémunération. Madame le rapporteur aussi, vous avez cité la phrase de l'avis de l'ART, la rémunération du concessionnaire présentée est certes élevée, mais elle vient commencer à s'ajuster, optimise des chroniques et donc le risque que prend le concessionnaire. L'analyse de l'ART, on l'a dit, c'est que ce que le concessionnaire prévoit comme rémunération, d'après nous, est fortement risqué et par conséquent a des chances de se réaliser probablement pas certaines, si je puis dire, loin de là, d'après nous. C'est-à-dire que les coûts peuvent être plus importants et les trafics un peu moins importants, donc les recettes moins importantes. Et donc, du coup, le concessionnaire se met lui-même en risque de manière importante. Et nous aurons l'occasion d'en parler si on reparle ensuite des équilibres financiers. Je crois que c'est la dernière partie de vos auditions. C'est justement dans Oui. ce cadre-là que ça sera analysé en tant quelle est par rapport au marché, comment un niveau de risque aussi important se situe-t-il pour des financeurs. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Et donc, là-dessus, je pense qu'on pourra peut-être reporter la discussion, parce que les équilibres financiers, évidemment, nous intéressent bougrement dans les concessions. C'est comme ça que nous jugeons, à travers notamment la question des rentabilités des capitaux, cette question-là. Donc, à la limite, on pourra y répondre de manière... On ne va y répondre par écrit, bien évidemment, et on pourra y répondre de manière plus précise, plus circonstanciée. Mais là aussi, après, on va toucher pas mal le droit des affaires au niveau des taux de rentabilité attendus. Donc, on en parlera, on échangera par écrit là-dessus si vous le souhaitez, ou alors de manière non publique. Voilà sur ce sujet-là, qui est un sujet important. Mais en tout cas, voilà le sens de cette phrase, c'est de dire que le concessionnaire s'est mis très clairement en risque important et qui donc doit assumer. Je le dis, je le redis, puisqu'il n'y aura pas d'avenant là-dessus. Et qu'évidemment, par rapport à ces financeurs, c'est un élément important de contexte, si je puis dire. Et tout ça nous paraît, par rapport aux lois habituelles du marché, correct. Sur la question de l'exigence du prêteur, Stembach a posé la question, c'est vrai qu'on n'y avait pas totalement répondu. Il n'y a pas d'exigence du prêteur au sens un écrit, ce sont des pratiques. Hein. Je parle sous votre contrôle, mais il n'y a pas une exigence, c'est l'exigence des marchés, en fait. Voilà. C'est l'exigence des marchés, comme de prêteurs, comme d'actionnaires. Ils sont deux marchés bien différents. Là-dessus, vous voulez compléter? Peut-être compliqué, vous parliez de documents, je vais être assez précis sur ce qu'on a, nous, très clairement, c'est le modèle financier qui a été remis dans l'offre. Donc, du coup, celui dont dispose aussi le concédant naturellement, et qui décrit donc un échéancier prévisionnel, j'insiste sur prévisionnel, parce qu'on peut rembourser la dette de manière différente de la dette, quoi. Donc, du coup, on dispose effectivement de l'échéancier prévisionnel de remboursement du soumissionnaire, enfin donc d'Atosca. Et c'est sur cette base qu'on calcule l'équilibre financier, enfin qu'on contre-expertise l'équilibre financier du contrat. Donc quand on vous dit effectivement sur 55 ans, il y a un équilibre, ben, ça implique donc que sur 50 ans, il n'y en aurait pas. Voilà, toutes choses égales par ailleurs, j'entends bien entendu.
Je vous invite d'ailleurs à regarder l'avis parce que je trouve que c'est assez éclairant. Vous avez le taux de rentabilité interne, la rentabilité espérée de la concession, hein, dit autrement, qui est 89, notre contre-expertise de cette rentabilité interne plus précisément. Bon, pareil, couvert par un secret d'affaires, je ne vous le dis pas à voix haute, mais il figure. Nous, on l'a jugé conforme aux attentes du marché, mais je pense que même vous, en le regardant, hein, cette contre-expertise du TRI, vous en serez peut-être d'accord, parce que enfin, ça se voit que ce n'est pas un taux de rentabilité interne extrêmement important. Voilà. Voilà sur cela, sur les clauses d'encadrement de la rentabilité. Première réponse de ma part. Effectivement, on n'a pas répondu tout à l'heure, toutes nos excuses. Ces sujets de clauses de rentabilité ont été introduites par les lois successives. Ce sont des clauses importantes. Dans le cas présent, dans la mesure même où, comme on vous le dit, les hypothèses qui sont sous-jacentes à l'équilibre sont optimistes, le fait qu'il y ait un dispositif qui écrète la rentabilité est assez peu probable, puisqu'on pense qu'elle ne sera pas atteinte, si je puis dire. Déjà, celle de base qui est attendue ne sera pas atteinte. C'est en tout cas l'analyse qu'on fait, on peut se tromper, hein. Mais ça, c'est notre office, comme on dit, hein. C'est l'analyse que nous faisons. Et donc, effectivement, que la rentabilité soit écrêtée, il faudrait déjà qu'elle soit atteinte. Est-ce que là-dessus, peut-être, il y a des marques plus générales sur les clauses de rentabilité qui sont apportées? Non? Juste pour vous dire que le dispositif précise bien que, au regard de l'analyse de l'autorité, le cahier des charges satisfait les obligations de l'article L122.4, notamment s'agissant des clauses d'encadrement de la rentabilité. Donc, l'avis est parfaitement clair sur le fait qu'il n'y a pas de. Enfin, supprimer le cahier des charges nous paraissait parfaitement régulier de ce point de vue-là. Voilà là-dessus. Enfin, sur les aides publiques en nature apportée, donc effectivement, il y a des aides subventions financières et des aides publiques. Ça rentre dans l'équation de la concession. Ce n'est pas un terrain qui vient en plus et qui serait entre guillemets un cadeau à la concession. Ça rentre dans le financement global de la concession. Évidemment, je crois que c'est effectivement une centaine de millions d'euros, tout compris, avance en nature comme subvention. Bien évidemment, donc c'est un élément de l'équation globale qui est un élément de départ qui est fixé comme la durée, par exemple, c'est un élément de départ qui est fixé, qui n'est pas obtenu ou négocié a posteriori par le concessionnaire, hein, c'est un élément de départ. Et bien entendu, tout cela revient in fine gratuitement à l'État, au concédant, parce que c'est un bien, tout est amorti, tout est donc le retour. Et encore une fois, ça peut peut-être loin 55 ans, mais il se trouve qu'aujourd'hui, sur 80% des réseaux d'autoroutes, on est dans ce débat du retour, puisque les concessions historiques se terminent à partir de 2031. Donc c'est demain qu'en fait, il y a ce retour. Et les débats actuellement, c'est de voir dans quelles conditions ce retour se fait gratuitement à l'État. Et c'est des sommes assez considérables. Évidemment, on comprend. C'est un actif très, très considérable. Voilà sur ce sujet-là. Sur les chiffres totaux que vous évoquiez, est-ce qu'on confirme bien? Je crois que oui, hein. 110 ou 111 millions, je crois, d'apports et de subventions rapportés à un projet au total de 300 en construction. Oui, en construction. Oh, c'est pareil, je crois que c'est un peu couvert, mais ça figure, c'est quelques centaines de millions d'euros. Peut-être ce qu'il faut préciser, hein, c'est que l'apport en nature, donc celui qui fait la grosse part, hein, des centaines de millions, donc de l'ordre de 75, l'apport en nature, réduire les coûts, il ne se compare pas bien aux coûts d'investissement, vous voyez, parce qu'il ne vient pas les réduire. Autant la subvention, elle vient bien aider au financement des coûts d'investissement. Mais quand on parle de quelques centaines de millions d'euros d'investissement à réaliser dans le cadre de la concession, vous avez les chiffres précis dans l'avis, c'est des choses en plus. Donc du coup, le 75 ne se compare pas très bien au montant d'investissement. Puis, encore une fois, il ne vient pas le réduire. Je crois que c'est quand même important à comprendre. Après tout, vous voyez, on aurait pu avoir une concession, enfin un apport en nature bien plus important, parce que la route aurait été de du bien meilleure qualité. S'il y avait eu quand même le même montant d'investissement, ben, on aurait eu le même équilibre financier derrière. Le péage, il vient financer les investissements supplémentaires.
Merci, messieurs, pour vos réponses. Madame la rapporteure. Oui, écoutez, alors je vais tout de suite rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant, puisque ça sera analysé dans le cadre des conditions financières, bien entendu, puisque je ne suis pas sûre de partager complètement votre avis, à moins qu'il soit très fondé réglementairement, puisque vous-même, vous avez écrit page 7 de votre avis, numéro 31. À cet égard, et concernant évidemment l'apport aux concessionnaires des travaux et de la voie du financement du barreau routier, donc puis Lorrain-Soile, il peut être considéré que ces aménagements présentent un lien suffisamment étroit avec la concession et tendent vers des objectifs dont la réalisation est nécessaire à la bonne exploitation de l'autoroute, conduisant à admettre leur financement par le péage, bien qu'ils se situent en dehors du périmètre de la concession. Sur ce point-là, il me semble que c'est de nature à être interpellé, dans la mesure, par ailleurs, où vous avez peut-être entendu mes questions concernant la question de la VANSE et notamment le fait que les 75 millions d'apports en nature que vous avez qualifiés, M. Guimbaud, là tout à l'heure, d'aide publique et donc de subvention, ne figurent pas dans le calcul de la dernière VANSE calculée par Atosca, qui est VANSE, passée de 508 millions à 98 suite à l'avis du Commissariat général à l'investissement et dans un dernier retour d'Atosca à 788, ne comprenant pas les 75 millions et donc du coup conduisant à ce qu'une contre-expertise n'ait pas lieu au regard des montants de subventions apportés par l'État et en particulier d'une VANSE calculée sur 115 ans qui interpelle particulièrement. Donc Atosca sera réinterrogé sur ce sujet, mais je tenais quand même à marquer, si ce n'est mon désaccord, mais à tout le moins mon interrogation sur ce sujet-là. Mais comme vous le disiez, M. Guimbaud, nous en reparlerons dans le cadre de l'équilibre financier du projet, puisque les 75 millions d'euros participent pleinement à l'équilibre financier du projet et participent tellement bien que la contribution qui avait été demandée au départ aux collectivités locales de 220 millions a été ramenée à 23. Et donc, on voit bien s'agissant de l'équilibre financier du projet, c'est très impacté par le fait qu'il y ait cet apport en nature. Et par ailleurs, et donc du coup, puisque j'en reviens à mes histoires et à mes sujets de tarifs, bien entendu, d'un équilibre financier qui va avoir forcément des conséquences sur la question des tarifs et donc de ce que le concessionnaire donnera comme élément à connaissance, de ce que le concessionnaire donnera comme élément à connaissance. Donc, c'est une question 2 mois avant l'ouverture de l'autoroute. C'est ce que nous avait dit, c'est ce que nous a dit il y a 2 jours M. Balderelli. Ce qui fait que d'ici ces 2 mois avant l'ouverture de l'autoroute, les usagers ne connaîtront pas de façon extrêmement précise, classe 1 à classe 4, combien ils vont payer pour une infrastructure qui traverse leur département, qui conduit à ce que la route nationale soit déclassée en route départementale et qui conduit à ce qu'à un moment donné, ils utilisent une infrastructure payante au lieu d'avoir une infrastructure gratuite. Alors, je repose ma question, mais même si je crois, alors je ne sais plus lequel d'entre vous l'a indiqué, vous considérez que finalement le taux plafond est assez clairement exprimé. Je me permets, certainement parce que je n'ai pas les mêmes compétences que vous, de considérer que ce n'est pas clairement du tout exprimé puisque c'est en lien avec un prix hors taxe et que je sache que ce soit les véhicules particuliers, voire effectivement certains artisans quand ils ne sont pas soumis à la TVA, ne travaillent pas avec du hors taxe mais avec du TTC. Et que sont en référence les taux moyens et non pas le taux plafond. Pour autant, est-ce que vous suivez ma logique de dire qu'à partir du moment où, comme vous l'avez exprimé, le concessionnaire a pris beaucoup de risques par rapport notamment à la question du trafic, mais également à la question du montant des travaux, il pourrait être tenté, ou en tout cas pour conserver son équilibre financier, à fixer comme tarif le taux plafond. Et si c'est le cas, et donc pendant 24 ans, puisque ça nous a été confirmé par M. Balderelli, de ce que ce taux plafond ne soit bloqué pendant 24 ans. Par ailleurs, ma dernière question sur ce sujet-là, mais je crois que je vais avoir fait le tour,
Est-ce que vous me confirmez sur ce sujet de tarifs que la connaissance de ces tarifs par la décision de concessionnaire n'est pas en cours d'échange entre aujourd'hui le concédant et le concessionnaire, et que par ailleurs, on ne puisse pas avoir des simulations sur ce tarif en fonction d'un taux d'inflation 2023, 2024, 2025, 2026, sur j'imagine, un tableur Excel qui vous permet, sur 55 ans, de faire rentrer toutes les données que vous souhaitez pour pouvoir maîtriser en tant que concédant le tarif. Je suis surprise que on ne puisse pas, que l'État n'ait pas à ce titre-là à sa disposition un outil qui lui permet de faire toutes les simulations possibles avec évidemment les contraintes que sont le taux plafond. Voilà, ça fait beaucoup de questions, mais je pense que vous aurez pu faire le tri là-dedans. Merci Madame la rapporteure. Peut-être en lien avec ce que vient de dire Madame la rapporteure, deux questions me concernant sur le questionnement que l'on a. Vous avez évoqué donc que la question de la déviation soit le Puy-Laurent comme étant des apports qui rentrent dans le financement global de la concession. Donc c'est des éléments qui sont connus. Peut-être pour éclairer les membres de la commission, nous dire qu'il s'agit bien d'inclure ces apports-là d'une décision évidemment de l'État au moment des appels d'offres. Et c'est en fait en réalité les différentes sociétés qui souhaitent répondre à cet appel d'offres qui, en raison de ces apports-là, j'allais dire, font les offres qui sont choisies sur cette base et sur ces critères, mais qui sont déterminés au départ par l'État. Je pense que c'est important de le préciser. Le deuxième élément en lien avec ce que a évoqué, je crois, monsieur Wagner, sur le prix du péage global. Vous avez dit, monsieur Wagner, en fonction de si c'était des poids lourds ou des véhicules légers, qu'on aurait un prix de péage qui serait inférieur de moins 7,4 à moins 14,6 à la moyenne des concessions récentes. Donc, je voudrais que vous puissiez peut-être revenir nous préciser cela. Et quid évidemment de l'impact, puisque vous avez précisé que aujourd'hui le prix du péage ne pouvait pas être connu compte tenu de l'absence d'éléments complets sur l'inflation 2024. Peut-être nous dire si c'est en incluant les hypothèses 2 ou quel est l'impact de cette influence 2024 sur ces prix de tarifs dont vous nous évoquez, qui sont très inférieurs, encore une fois, à la moyenne des concessions récentes. Donc, merci pour ces deux questions me concernant. Supérieur pour les poids lourds, monsieur Terlier, supérieur. Oui, mais c'est moins 14,6% quand même. En plus. Voilà. Plus. Ils vont nous répondre alors. Encore une fois, merci beaucoup de ces questions. Encore une fois, l'ART peut répondre dans le champ de ses compétences juridiques et techniques, mais surtout juridiques en l'occurrence. Et donc, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas, on ne peut pas, on ne se prononce pas, si je puis dire. Exactement la question des apports en nature que vous évoquiez aussi, Monsieur le Président. Évidemment, c'est une donnée de départ du projet qui est mis à concession. Ce n'est pas le concessionnaire qui demande particulièrement tel ou tel apport. C'est un élément de départ, comme la durée en est un, par exemple. Et donc, les choix, les réponses faites par tous les concessionnaires tiennent compte de cet élément-là. C'est un élément clair. Donc, l'apport n'est pas en tant que tel un élément de la concession au sens un élément de l'accord entre le concessionnaire et le concédant. C'est un élément de départ fixé par le concédant, comme d'autres éléments importants en tant que puissance publique. Et le concessionnaire n'a pas à en discuter. Il fait une proposition qui intègre ces dimensions-là. Et donc, notamment les subventions qui peuvent être également apportées tiennent compte de cette situation-là. Donc, il faut être très, très précis là-dessus. Ce n'est pas un élément de l'équilibre économique au sens ce qui a été négocié. Ce n'est pas du tout ce sens-là. C'est vraiment une donne de départ auquel des partenaires concessionnaires tous répondent, et un seul est retenu à l'issue de la procédure dans laquelle, évidemment, l'ART n'est pas associée, et c'est bien normal. Ce n'est pas son rôle. Sur la question des péages globaux, des montants, etc., Monsieur Wagner. Oui, bien sûr. Je réponds à plusieurs choses. Bon, j'ai mentionné transparent, j'entendais par là que les règles d'évolution du péage sont publiques, hein. Effectivement, après, on peut toujours débattre il n'y a pas de péage précis qui peut être affiché maintenant, puisque c'est des règles prévisionnelles.
Voilà, là, je vous laisse juge, hein, bien sûr, là-dessus, mais en tout cas, voilà, ce que je voulais dire par transparent, je voulais vraiment le préciser, c'est que les règles d'évolution du péage sont publiques, elles sont disponibles dans le contrat. Alors après, vous m'avez dit, vous mentionnez, est-ce qu'il est possible de faire une simulation? Est-ce que c'est difficile? Bon, la réponse est, il est évidemment possible de faire une simulation. C'est pas techniquement extrêmement difficile, c'est incertain peut-être, mais vraiment techniquement pas très difficile. C'est ce qu'on a fait au point 78, hein. Le point 78 de l'avis, c'est une simulation, alors qu'on a faite du coup au tout début 2022, au moment où on a rendu notre avis sur le sujet, qui du coup est plus totalement valable, hein. Ce qui me permet de le préciser, ce point 68, on indique que pour les véhicules de classe 1, le tarif kilométrique moyen devrait être inférieur de 7,4% à la moyenne pratiquée sur les sociétés concessionnaires récentes. Et dans la deuxième partie, je n'ai pas dû être clair, elle devrait être supérieure de 14,6% pour les poids lourds, c'est-à-dire les véhicules de classe 4. C'est une simulation, comme elle a été faite en 2022 pardon, en 2022, avant la crise ukrainienne, elle est plus tout à fait valide. On pourrait naturellement la refaire. Je ne peux malheureusement pas vous indiquer les résultats en séance, non pas parce que ça serait compliqué, mais simplement parce qu'il me faudrait tout de même un tableau Excel pour la réaliser. Donc je ne peux pas le faire de tête. Donc du coup, les simulations sont possibles et par transparence, j'entendais que les règles d'indexation sont connues de tous. Merci pour vos précisions. Vous aviez été très clair, c'est moi qui avais mal écouté. Euh, Madame la rapporteure? Oui, pardon, j'arrivais pas à désactiver le son. Alors moi, j'aurais une dernière question sur ce qui nous préoccupe aujourd'hui, donc la question des tarifs. Merci de nous dire que finalement, on peut, avec un tableur à peu près correct, faire les simulations telles que vous l'avez fait au point 78 et que si vous l'avez fait sur le point 78, sur les classes 4, on doit pouvoir le faire sur les classes 1 à 4. Et donc, ça permettra de circonscrire encore davantage l'objet de notre courrier à Monsieur Balderelli pour avoir une réponse claire sur des hypothèses, évidemment, d'inflation, puisqu'on ne peut pas le présupposer, mais des hypothèses d'inflation, et notamment pour anticiper par rapport à la connaissance que l'on pourrait avoir de ce sujet en fonction de la date d'ouverture de l'autoroute. Est-ce que vous pourriez me confirmer par ailleurs que dans le contrat de concession, le taux d'inflation est retenu à partir de 2020 et depuis 2020? Et est-ce que c'est assez classique qu'on retienne la question de l'inflation 2 ans avant même que le contrat ne soit signé? Et en dernier lieu, je voulais vous poser une question, mais en anticipation de ce que nous verrons dans le troisième volet sur la durée du contrat, puisque ça a fait l'objet de beaucoup de questions qui ont été posées par mes collègues, et notamment de vos observations en page 11 à point 55, puisque vous détaillez la durée du contrat. Où est-ce que figure ce détail, puisque vous le détaillez vous-même, où est-ce que figure ce détail dans le contrat de concession? À quel article? Puisque à l'article 29, il est question de 55 ans, mais sans qu'il y ait de détails. Donc, où est-ce que ça figure en détail? Et, et je crois avoir fait le tour de l'ensemble des sujets, puisque votre avis ensuite, à partir des pages 16 et suivants, concerne ce qui est relatif à la rentabilité de la concession et notamment toutes les clauses financières que nous verrons ultérieurement. Et donc, l'idée, bien entendu, de vous reconvier à une nouvelle réunion dans le cadre du troisième volet. Voilà, je vous remercie. Messieurs, pour vos réponses. Ça sera bien volontiers sur la dernière invitation que vous venez de formuler. Sur la question de l'inflation, notamment, moi, à mon avis, la réponse est oui, c'est une pratique habituelle, mais je préfère me laisser la main aux techniciens quand même. Alors oui, c'est une pratique habituelle.
J'aurais peut-être besoin juste de vérifier un petit point sur est-ce que c'est à partir de 2020 ou de 2021, mais dans l'avis, on avait noté 2020, donc je pense que c'était à partir 2020, de je vous le 2020. confirme. Oui. Euh, et en fait, c'est assez naturel, c'est au moment où l'offre est donnée, en fait. C'est pour ça hein, que c'est fait à ce niveau-là, puisqu'au moment où on construit l'offre, on construit le modèle financier, et donc on est obligé de partir sur des hypothèses. En tout cas, c'est tout à fait standard hein, d'avoir cette espèce de système de péage virtuel où on part d'un péage qui est spécifié avant la mise en service et avant aussi la signature du contrat et qui évolue ensuite en fonction de l'inflation. J'en profite, j'ai noté que je n'avais pas répondu à une de vos questions, ça me semble important. Vous mentionniez, est-ce que le concessionnaire ne serait pas tenté de coller au taux plafond? J'espère ne pas. En fait, c'est plutôt. Oui, je serais tenté de la faire, mais j'ai envie de dire, c'est la règle, hein. En général, tous les concessionnaires collent au taux plafond, sauf très, 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 très rares exceptions. Voilà, le taux plafond est pratiquement. Voilà, enfin, c'est le taux autorisé, hein, quelque part. Donc, du coup, encore une fois, c'est l'exception que l'ensemble des concessionnaires ne suivent pas leur taux plafond. Donc voilà, la réponse est oui. La réponse Donc, est je me aussi, c'est permets relativement d'intervenir. normal. Oui, Oui, je pardon. me permets d'intervenir, excusez-moi de vous Allez-y, couper. Madame la rapporteure, je vous en prie. Ce qui veut dire que quand on aura le taux plafond, on aura probablement les tarifs. Oui, 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 vous aurez des tarifs. Merci. Oui, selon le contrat, je dirais même dans le modèle financier, ça, ça, il n'y a pas de secret. Bah, c'est ce qui est inscrit, hein, les taux d'évolution de péage que moi j'ai dans le modèle financier sont exactement ceux des prévisions de taux plafond. Ils évoluent comme ça, donc du coup, sur 55 ans. Merci, Madame la Pardon, rapporteure. pardon, pardon, Monsieur Terrier, mais vous n'avez pas répondu sur les 55 ans et le détail que vous avez figuré, que vous avez commenté dans Ah votre oui, avis. très, très juste, très juste. Je pense pas qu'on est dans le contrat, il n'y a pas plus de détails que ça, mais allez-y peut-être. Oui, dans le contrat, il y a 55 ans. Les 55 ans, c'est un paramètre enfin, de la procédure de mise en concurrence. Donc, c'est inscrit au DCE. Et ensuite, libre à chacun des soumissionnaires de construire un plan d'affaires sur ces 55 ans qui leur permettent, sur cette durée-là, d'amortir l'infrastructure. Donc, du coup, le soumissionnaire, ce qu'il va chercher à faire, c'est trouver un péage et éventuellement une demande de subvention qui leur permettent, sur cette durée-là, exactement d'amortir l'infrastructure, ce qui est normal, puisque d'un point de vue comptable, l'infrastructure à l'issue de la concession, elle vaut pour le concessionnaire zéro, puisqu'il la remet gratuitement. Voilà. Juste pour préciser, hein, la citation qui est faite au point 55, c'est celle d'une réponse à une mesure d'instruction de l'autorité par le concédant. Quand on instruit nos avis, on envoie des mesures d'instruction, dans le cas des avis sur des projets de contrat ou d'avenant à des contrats de concession autoroutier au concédant, et il y répond par écrit, et donc c'est la citation d'une réponse à une mesure d'instruction du concédant, ça n'est pas dans le contrat. Madame la rapporteure. Oui, bah donc du coup, mais enfin, soit on vous le redemande par écrit, soit vous nous l'adresserez suite à cette audition, de nous adresser les éléments qui font de ce que vous venez de nous dire, et du coup me préciser que dans le plan de financement, potentiellement, des soumissionnaires ont pu proposer un plan de financement qui ne soit pas sur 55 ans. C'est ce que ça veut dire? Non, je pense Non? que les réponses des soumissionnaires ont toujours été sur une base de 55 ans, puisque c'était la loi fixée par le concédant, si je puis dire. Donc, ils sont Donc, c'est tous. le cadre qui a été, enfin, on le verra dans les appels C'est d'offres ce de que je toute disais façon. au départ, hein. Après, quels ont été les éléments des autres soumissionnaires à l'appel d'offres? Nous n'en savons absolument rien, puisque nous ne sommes pas évidemment le concédant. Donc, nous ne sommes évidemment pas ceux qui avons reçu l'ensemble des. Nous n'avons vu que le dossier, celui qui a été retenu et qui a fait l'objet de la concession. Mais bientôt, nous vous éclairerons, Monsieur Gimbaud. Mais je vous en remercie par avance, j'en serais ravi. Madame la rapporteure, peut-être pour votre mot de conclusion? Non, mais écoutez, je pense que cette audition était vraiment extrêmement intéressante. Je vous remercie pour vos réponses à la fois précises et puis encore plus précises lorsque vous les ferez par écrit. Évidemment, nous serons conduits à revenir vers vous par rapport à la question de l'équilibre financier. Et donc, parce que c'est intimement lié, l'un ne va pas sans l'autre sur les conséquences au niveau de tarifs. Merci de votre disponibilité et puis bonne journée à tout le monde. Merci, merci messieurs, très sincèrement pour votre présence aujourd'hui à cette audition. Comme l'a dit Madame la rapporteure, je pense que c'était excessivement utile qu'on puisse vous entendre.
Je pense que vous avez levé quelques doutes importants, notamment sur la durée de la concession. Donc, vous avez précisé qu'elle a bien été décidée par l'État et pas par le concessionnaire, et puis qu'elle j'allais dire, s'inscrit dans quelque chose qui est une durée normale. Je pense qu'aussi c'est important de vous entendre sur les hypothèses de trafic et sur le coût des investissements pour venir rappeler qu'il y avait bien un transfert des risques aux concessionnaires et que malgré, c'est-à-dire peu importe le niveau de trafic et les coûts des investissements, ça n'aurait aucun impact sur le prix des péages in fine. Je pense que c'était important de venir enfin rassurer les usagers de l'utilisation de cette future autoroute, notamment quand on entend M. Wagner nous dire que le prix du péage pour les usagers personnes privées, eh bien, paieront un péage qui s'est inférieur de 7,4% à la moyenne de concession récente, et ce, y compris même si le concessionnaire colle au taux de plafond, comme c'est traditionnellement le cas, et c'est ce que vous avez pu nous confirmer. Donc, merci vraiment beaucoup pour l'ensemble de ces précisions. Je pense que ça permet d'éviter les fantasmes autour de ces sujets-là, et c'est rassurant d'avoir vos expertises voilà, telles qu'elles ont pu être évoquées ce matin. Je tenais vraiment à vous remercier très sincèrement. Merci, au revoir. Merci beaucoup, à mon tour de vous remercier et à votre disposition. Nous allons donc vous envoyer par écrit et alors là, cette fois-ci, le secret des affaires, au niveau de l'écrit, nous permet de traiter, de porter plus précisément certaines réponses qu'on n'a pas pu apporter ici, puisqu'on est en séance publique. Et bien évidemment, nous serons tout à fait enchantés de pouvoir rediscuter avec vous dans un troisième temps, si vous le souhaitez. Mais nous le souhaitons, nous le souhaitons. Merci, messieurs. Merci, À messieurs. bientôt, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, Bien sûr. monsieur, Merci, au au revoir. revoir. Merci.